Dans un château sombre et menaçant, le seigneur des démons se prépare à entamer sa conquête pour s'emparer du monde. Pour ce faire, il convoque ses 4 généraux démoniaques, Ulmandra l'enfer, Sylphide la tempête, Gnome la terre et Bastion. Enfin, il convoque le plus cynique et le plus insensible d'entre eux, un salariman japonais sous-payé nommé Denosuke. Denosuke a commencé à travailler pour son entreprise en tant qu'employé insignifiant, mais il était plein d'espoir et pensait qu'il parviendrait un jour à gravir les échelons de la hiérarchie. Cependant, alors que Denosuke travaillait dur pour le bien de l'entreprise, ses collègues léchaient les bottes de leur patron et ont fini par obtenir des promotions. Denosuke, quant à lui, est envoyé dans un autre pays pour travailler à l'expansion de l'entreprise. À son arrivée, Denosuke constate que rien n'est fait parce que le site n'a pas de financement. Il a essayé de convaincre son patron d'approuver un financement supplémentaire afin d'acheter l'équipement nécessaire, mais cela coûterait de l'argent, alors son patron a refusé et l'a engueulé pour avoir gaspillé des ressources. Les habitants ne se souciaient guère du travail si on ne leur donnait pas les outils nécessaires, alors ils sont partis, et Denosuke a fini par devoir tout faire tout seul. Cependant, après avoir vu à quel point Denosuke travaillait dur, même s'il était seul, les habitants furent inspirés et revinrent rapidement pour l'aider. Au moment où il a enfin réussi à tout mettre en place, il a reçu un appel de son patron. Il a d'abord pensé que son travail acharné était enfin reconnu et qu'il recevrait peut-être une prime bien méritée, mais il se trompait lourdement. Il n'a même pas eu droit à une soirée pizza. Tout ce qu'il a obtenu en échange de son dur labeur, c'est encore plus de travail, car ils ont décidé de le transférer dans un autre pays pour un autre projet d'expansion. À ce stade, Denosuke a commencé à remettre en question ses choix de vie, car il s'est rendu compte qu'il gaspillait sa vie pour une entreprise qui ne se souciait manifestement pas de lui. Alors qu'il était distrait par sa peur existentielle, il n'a pas fait attention à ce qui l'entourait et a fini par se faire renverser par un cyclomotoriste. Cela explique comment il s'est retrouvé ici, mais Denosuke pense qu'il y a eu une erreur, car le seigneur des démons n'a jamais voulu convoquer un type comme lui. Cependant, le seigneur démon l'appelle par son nom et lui dit qu'il l'a convoqué pour qu'il devienne son nouveau manager à l'étranger. Le seigneur des démons a reçu des rapports détaillés sur le travail acharné que Denosuke a fourni. Il a été affecté à une succursale de son entreprise à l'étranger, a appris la langue locale et a gagné la confiance des habitants pour diriger avec succès la nouvelle entreprise. C'est pourquoi le seigneur des démons pense que Denosuke serait le candidat idéal pour devenir l'un de ses 4 généraux d'élite. Denosuke est heureux, car c'est la première fois que quelqu'un reconnaît le travail acharné qu'il a fourni. Pourtant, il hésite à accepter le poste de général démon, car cela signifierait techniquement qu'il trahit l'humanité. Cependant, le seigneur des démons mentionne que le poste sera assorti d'avantages sociaux complets. Tout à coup, Denosuke ne pense plus que rejoindre l'armée des démons est une mauvaise idée. De plus, le seigneur des démons respecte les droits des travailleurs, et il ne forcera pas Denosuke à accepter le poste s'il ne le souhaite pas. Tout cela donne à Denosuke l'envie de s'engager. Quand il y pense, il se souvient qu'il a toujours été traité comme une ordure dans son ancienne entreprise, et il ne pense pas qu'une ordure comme lui mérite d'occuper un poste aussi important. Il s'apprête à rejeter l'offre du seigneur démon, mais avant qu'il ne le fasse, le seigneur démon hurle que Denosuke ne peut pas laisser la façon dont il a été traité dans son ancienne entreprise dicter sa valeur. Cette entreprise était dirigée par des managers odieux et égoïstes qui ne se souciaient que d'eux-mêmes, et qui n'ont donc jamais prêté attention à tout le travail que Denosuke effectuait en coulisses. Le seigneur des démons ne commettra pas cette erreur, car il sait à quel point Denosuke est un employé précieux. Choisira-t-il de retourner dans son ancienne entreprise et d'être à nouveau traité comme un déchet, ou restera-t-il ici pour aider à la construction de l'armée? Denosuke hésite encore à accepter. Soudain, Ulmandra prend la parole et déclare qu'elle n'est pas d'accord avec l'idée d'avoir un humain faible dans l'armée des démons. Sylphide et Gnome s'y opposent également, car ils ne voient pas comment quelqu'un comme lui pourrait aider l'armée des démons. Le seigneur des démons comprend leur scepticisme et décide de soumettre Denosuke à un test pour montrer aux autres à quel point il est capable. Denosuke commence à paniquer et tente d'expliquer au seigneur des démons qu'il n'a aucun pouvoir et qu'il ne peut pas se battre, mais il est déjà trop tard car Ulmandra a décidé de l'attaquer de plein fouet pour voir ce qu'il a dans le ventre. Elle a entendu dire que les humains d'un autre monde possédaient des pouvoirs spéciaux. Elle demande donc à Denosuke d'essayer d'arrêter son coup de pied mortel. Cependant, avant que le coup de pied n'atterrisse, le seigneur des démons s'avance devant elle et l'arrête. Ulmandra demande pourquoi le seigneur des démons l'a interrompue, mais il lui fait remarquer qu'elle n'a pas attendu qu'il finisse de parler, et qu'elle a donc mal compris la situation. Regardez le pauvre Denosuke là-bas, il a eu tellement peur qu'il s'est évanoui sous l'effet du choc. Les autres sont surpris, car Ulmandra n'a pas fait beaucoup d'efforts, et pour Denosuke, s'évanouir à cause d'une attaque comme celle-là donne l'impression qu'il n'est qu'un humain ordinaire. Le seigneur des démons leur dit que Denosuke n'est vraiment qu'un humain ordinaire, ce qui les pousse encore plus à s'opposer à cette décision. L'armée des démons est entièrement composée de monstres, et si un humain entrait dans la lutte pour le pouvoir entre les démons et les démi-humains, il serait dévoré vivant presque instantanément.
Le seigneur des démons admet qu'il y a quelques frictions entre les factions de son armée, mais c'est justement pour cela qu'il a besoin de Dénosuke et de ses compétences. Il ne s'attend pas à ce qu'il ait un corps robuste ou une puissance d'attaque incroyable, mais plutôt à ce qu'il fasse preuve d'ingéniosité. À ce moment-là, Dénosuke reprend enfin conscience et commence à les supplier de le laisser partir, car il n'est pas en mesure de faire face à des attaques comme celle qu'Ulmandra vient d'essayer de lui asséner. Le seigneur des démons lui dit de se calmer et lui explique qu'on ne s'attend pas à ce qu'il se batte, mais qu'il a l'intention de lui faire passer un examen approprié. Il explique que l'armée démoniaque tente actuellement de conclure un pacte avec les tribus environnantes. Jusqu'à présent, ils ont réussi à trouver un accord avec les salamandres et les loups-garous, mais les négociations avec la tribu des Minotaures ont été assez difficiles, et l'épreuve de Dénosuke consistera donc à faire tout ce qu'il faut pour conclure un pacte avec les Minotaures. Grâce au talent de négociateur de Dénosuke, il devrait être facile de gagner leur confiance et de parvenir à un accord à l'amiable, mais Dénosuke ne voit rien de simple dans le fait de négocier avec les Minotaures. Cependant, le seigneur démon croit sérieusement qu'il peut y arriver, et il dit à Dénosuke de demander à Ulmandra s'il a des questions. Ulmandra conduit ensuite Dénosuke dans le couloir pour qu'il commence à négocier avec les Minotaures, mais elle pense que c'est une énorme perte de temps car il est impossible qu'un humain comme Dénosuke puisse négocier avec des Minotaures. Dénosuke pense qu'elle a raison de dire qu'il est inutile, mais le seigneur des démons semblait si sincère lorsqu'il disait à quel point il avait besoin de Dénosuke. Tout ce que Dénosuke a toujours voulu, c'est que son dur labeur soit reconnu. Il veut donc être à la hauteur des attentes du seigneur des démons à son égard. Ulmandra annonce à Dénosuke qu'ils sont arrivés à la salle de réunion où se trouve le chef de la tribu des Minotaures. Dénosuke est un peu choqué par la taille de la pièce, mais Ulmandra lui explique que c'est tout à fait normal puisque les Minotaures sont de gros monstres. En guise d'avertissement, elle lui dit que les Minotaures sont connus pour être assez féroces, et que s'il ne fait pas attention, il finira par se faire piétiner à mort. Alors qu'Ulmandra ouvre la porte, Dénosuke ne sait pas à quoi s'attendre de la part du chef des Minotaures, mais il a l'intention de faire de son mieux pour négocier quoi qu'il arrive. Cependant, lorsqu'il voit le chef des Minotaures, il panique. Il est impossible qu'il puisse négocier avec quelqu'un comme Tarius sans mourir instantanément. Ulmandra se sent mal pour lui et lui propose de l'aider à négocier. Dénosuke est très reconnaissant de cette aide, mais lorsqu'il voit Ulmandra commencer à se disputer avec Tarius, il a l'impression que les négociations ne se déroulent pas très bien. Ulmandra ne comprend pas comment Tarius peut être mécontent de tout ce qu'ils lui ont apporté, et Tarius dit quelque chose qu'elle ne comprend pas, ce qui fait que le pacte n'avance pas, et Ulmandra quitte la salle de réunion. Ulmandra ne comprend pas pourquoi il est si difficile pour Tarius d'accepter le pacte maintenant, alors qu'il était initialement ouvert à l'idée. Alors qu'ils étaient sur le point de conclure l'accord, il s'est mis à crier « non ». Mais, encore et encore. Ulmandra est revenu plusieurs fois pour voir s'il acceptait de nouveau le pacte, mais tout ce qu'il disait, c'était « non », si bien qu'elle ne pouvait pas comprendre ce qu'il voulait. Ulmandra ne voit pas de solution, elle laisse donc Dénosuke se débrouiller, même si elle s'attend à ce qu'il échoue lamentablement. Dénosuke commence à avoir une crise de panique car il pense qu'il n'y a aucun moyen de sortir de ce pétrin, mais alors qu'il marche dans les couloirs, essayant de trouver quoi faire, il aperçoit une enseigne de bar et décide d'y aller pour se changer les idées. Le barman lui apporte une serviette chaude pour le calmer, et Dénosuke commande un verre tout en s'asseyant pour réfléchir. Il se demande comment il pourrait travailler sur les négociations alors qu'il ne peut rien faire si le client refuse de négocier. Cependant, Dénosuke se rend compte que Tarius ne refuse peut-être pas de négocier. Il a déjà vécu une situation de ce genre, où un client lui disait constamment « non », mais lorsqu'il regardait le client dans les yeux, il pouvait comprendre ce qu'il voulait vraiment dire, et les deux parties ont fini par trouver un accord. Il sait maintenant ce qu'il doit faire. Dénosuke termine son verre et sort pour faire ce que font les hommes d'affaires, négocier. Pendant ce temps, Ulmandra est de retour dans la salle du trône du seigneur des démons, où elle fait le compte-rendu de sa conversation avec Tarius. Elle ne pense pas que Dénosuke puisse faire quoi que ce soit, d'autant plus qu'il vient d'arriver dans ce monde aujourd'hui. Cependant, le seigneur démon a toujours foi en lui et lui dit d'attendre de voir ce que Dénosuke peut accomplir. Elle ne comprend pas ce que le seigneur démon voit en Dénosuke, mais décide d'aller le voir pour s'assurer qu'il va bien. Elle le trouve alors en train de remplir plusieurs sacs de foin. Elle lui demande ce qu'il fait et il lui répond qu'il a l'intention d'aller discuter avec Tarius. Elle essaie de lui dire que c'est inutile puisque Tarius ne veut pas négocier, mais Dénosuke pense toujours qu'il y a une chance. Il lui suffit de regarder Tarius dans les yeux et de lui faire part de ses émotions pour qu'il puisse se comprendre. Ulmandra remarque que Dénosuke a l'air beaucoup plus confiant qu'avant, et sans la moindre crainte, il entre dans la salle de réunion pour parler à Tarius. Le lendemain matin, Ulmandra se rend dans la salle de réunion pour vérifier si Dénosuke est toujours en vie, mais lorsqu'elle regarde à l'intérieur, elle ne trouve qu'une salle pleine de foin, sans Dénosuke ni Tarius en vue. Elle pense d'abord que les négociations ont échoué, ce qui a entraîné une grande bagarre, mais à ce moment-là, Dénosuke entre et lui dit que tout va bien.
Dans ce cas, elle demande pourquoi il y a du foin partout dans leur château démoniaque sacré, et surtout, elle demande où est passé Tarius. Dénosuke lui explique que Tarius est en train de finaliser le pacte avec le seigneur des démons, mais Ulmandra n'arrive pas à croire que Dénosuke ait réussi à le faire accepter en une seule nuit. Dénosuke explique qu'il a simplement pris le temps de bien connaître Tarius, ce qui a facilité le processus de négociation. Ulmandra pensait que Tarius refusait de négocier parce qu'il n'arrêtait pas de crier « Né ». Mais en réalité, Tarius pensait que les négociations se passaient très bien. Dénosuke avait déjà vécu ce genre d'expérience avec un client international, et le client en question était très enthousiaste à l'idée de lui dire « non ». Alors Dénosuke pensait que la négociation allait se solder par un échec. À sa grande surprise, l'homme lui a tendu la main pour lui serrer la main, et Dénosuke a compris qu'il s'agissait d'un malentendu. La même chose s'appliqua à Tarius. Alors Dénosuke fit quelques recherches sur la culture minotaure et découvrit que les minotaures apportent toujours du foin avec eux pour servir de lit lorsqu'ils vont chez quelqu'un d'autre, alors pendant tout ce temps, Tarius essayait simplement de demander son foin. Lorsque Dénosuke a compris cela, il n'y a plus eu de problème dans la négociation. Ulmandra se rend compte qu'elle a mal compris Tarius et qu'elle l'a laissé dans cette pièce pour dormir sur le sol froid, et elle se sent vraiment mal. Cependant, Tarius lui dit que ce n'est pas grave puisque c'était une erreur honnête, et il lui serre la main pour montrer qu'il n'y a pas de rancune. Alors que Tarius s'en va, le seigneur des démons s'approche de Dénosuke et d'Ulmandra, et il demande à Ulmandra si elle comprend maintenant pourquoi il veut ajouter Dénosuke à leur rang. Ulmandra admet que Dénosuke est vraiment doué pour la négociation, et comme il a réussi le test du seigneur démon, ce dernier fait officiellement de Dénosuke l'un de ses 4 généraux et lui met un bracelet au bras en guise de symbole de sa position. En signe de son nouveau respect pour Dénosuke, Ulmandra se présente officiellement à lui et lui dit qu'elle a hâte de travailler avec lui en tant que nouvel ami. Dénosuke commence enfin à s'habituer à son rôle de général des démons, et c'est bien qu'il ait son propre bureau et un patron qui le soutient, mais il va encore falloir s'habituer à cet endroit. Puisqu'il est officiellement l'un des généraux démons, il pense qu'il devrait se présenter officiellement aux autres, alors il se dirige vers la chambre de Sylphide et frappe à la porte. À sa grande surprise, une jeune fille répond à la porte et lui demande ce qu'il veut, alors Dénosuke lui dit qu'il est ici pour se présenter à Sylphide. La fille lui dit alors froidement qu'elle est l'assistante de Sylphide et qu'il est très occupé, et qu'elle ne peut donc pas laisser Dénosuke le déranger. Dénosuke est déçu, mais il savait qu'il allait se heurter à la résistance des autres généraux démons, alors il décide de revenir plus tard pour réessayer. Cependant, avant qu'il ne puisse partir, Ulmandra se précipite vers lui car elle a quelque chose d'important à lui dire. Le seigneur des démons a une autre mission à confier à Dénosuke. Ce dernier se rend donc immédiatement auprès de lui pour l'informer d'un accord sur lequel il travaille. Pour que l'armée démoniaque gagne en puissance, il a besoin du soutien de toutes les nations démi-humaines environnantes, et parmi ces nations, la tribu des ogres est particulièrement influente. Elle possède une force militaire égale à celle de l'armée démoniaque et pourrait donc devenir une menace pour l'empire démoniaque si elle devenait hostile. C'est pourquoi le seigneur des démons souhaite négocier une fusion avec eux afin d'unir leurs forces, mais les ogres sont réputés pour être difficiles à négocier, et rien n'a encore été décidé. Cependant, avec Dénosuke sur l'affaire, le seigneur des démons est sûr qu'il pourra parvenir à un accord avec eux, et il lui accorde donc les pleins pouvoirs en la matière. Dénosuke est heureux de voir que le seigneur démon lui fait autant confiance, mais il risque fort de mourir aux mains des ogres s'il y va seul, aussi Ulmandra se porte-t-elle volontaire pour l'escorter jusqu'à la tribu des ogres. Cependant, avant cela, Dénosuke dit qu'il veut rencontrer Gnome car elle est responsable de la division des démi-humains de l'armée démoniaque, et elle pourrait avoir des informations précieuses sur les ogres. Ulmandra pense que Dénosuke a raison, mais elle refuse catégoriquement de s'approcher de Gnome, car elle a une dent contre elle depuis des générations. Elle décide donc d'aller vérifier les chariots, pendant que Dénosuke discute avec Gnome. Dénosuke se rend sur le terrain d'entraînement où Gnome tient sa séance d'entraînement quotidienne, et il est impressionné par ce qu'il voit, car non seulement les hommes de Gnome sont habiles au combat, mais elle maintient aussi leur morale à un niveau très élevé. Une fois l'entraînement terminé, elle s'adresse à Dénosuke et lui demande ce qu'il veut. Dénosuke lui répond qu'il est venu lui demander si elle sait quelque chose sur la tribu des ogres. Elle ne sait pas grand-chose, mais elle dit à Dénosuke que leur chef, Ogret, est notoirement difficile à aborder, et qu'il va donc avoir du mal à négocier avec lui. Elle ne peut rien faire pour l'aider, et de toute façon, elle ne voudrait jamais travailler sur quoi que ce soit avec Ulmandra, alors elle demande à Dénosuke de la sortir d'ici. Dénosuke n'a même pas réalisé qu'Ulmandra se tenait derrière lui, alors il lui demande pourquoi elle est ici et pourquoi elle est si en colère. Ulmandra dit qu'elle a déjà fini de vérifier les chariots et qu'elle est venue chercher Dénosuke parce qu'elle s'inquiétait pour lui. Mais elle ne peut pas se contenir après avoir vu Gnome, et les deux commencent à se disputer, et Dénosuke commence à s'inquiéter de la haine que se vouent Ulmandra et Gnome. Dénosuke et Ulmandra finissent par arriver au château des ogres, mais avant qu'ils ne puissent entrer, ils sont arrêtés à la porte et on leur dit d'attendre que Ogret leur donne la permission d'entrer. Ulmandra trouve ridicule qu'on les retienne si longtemps à l'extérieur,
Mais Dénosuke a déjà vu cela auparavant, et c'est qu'Ogrey essaie simplement de les déstabiliser pour qu'ils ne puissent pas négocier. C'est pourquoi il est important qu'ils gardent leur sang-froid, mais Ulmandra est sur le point d'exploser de rage. Heureusement, avant qu'elle ne passe à l'acte, l'assistant d'Ogrey sort et leur dit qu'ils peuvent maintenant entrer, mais alors qu'ils entrent, Dénosuke remarque à quel point l'armure de l'ogre est délabrée. Ils finissent par arriver dans la salle du trône d'Ogrey et tombent nez à nez avecOgrey lui-même, mais quand Ulmandra tente d'entamer les négociations, il lui dit de se taire. Il se moque de la raison de leur présence car il n'écoutera jamais ce qu'ils ont à dire, à moins, bien sûr, qu'ils n'acceptent de se rendre à lui, auquel cas il les écoutera peut-être, mais seulement s'ils acceptent de tuer leur chef, le seigneur des démons. Ulmandra n'en revient pas du manque de respect qu'elle vient d'entendre de la bouche d'Ogrey. Mais Dénosuke lui prend la main et lui dit de se calmer, car c'est exactement ce qu'espèreOgrey. Il se tourne alors versOgrey, et de sa voix d'homme d'affaires la plus polie, dit qu'Ulmandra et lui vont sortir pour discuter brièvement. Dehors, Ulmandra laisse éclater toute sa rage et maudit l'existence même d'Ogrey pour avoir osé dire une telle chose. Elle est prête à retourner à l'intérieur et à déchirerOgrey membre par membre, mais Dénosuke la calme et lui dit qu'ils ne peuvent pas réagir à sa provocation parce que c'est exactement ce qu'il veut. Il dit intentionnellement des choses pour les mettre en colère, dans l'espoir qu'il provoque une scène et que les négociations s'effondrent. De cette façon, il peut éviter de rejeter directement la négociation et rejeter la responsabilité de l'échec sur eux deux. Maintenant qu'elle sait ce qu'Ogrey essayait de faire, Ulmandra décide de se calmer, mais elle est toujours très frustrée par le fait qu'Ogrey ait insulté le seigneur démon. Pour être honnête, Dénosuke est tout aussi en colère, mais agir sous le coup de la colère ne ferait que nuire à leurs chances de succès ici, alors ils doivent être prudents dans leur réaction. Cela dit,Ogrey n'est pas disposé à négocier, il n'y a donc pas grand-chose à faire pour l'instant. C'est alors que la fille de tout à l'heure arrive et se présente comme la fille d'Ogrey, ORL. Elle sait que cela peut paraître impoli, mais elle a une requête à faire, et elle demande l'aide de Dénosuke et d'Ulmandra pour traiter avec son père. Elle conduit Dénosuke et Ulmandra dans une pièce vide et leur explique qu'il s'agit de la cave à nourriture et que, comme ils peuvent le constater, il n'y a pas de nourriture. La tribu des ogres est connue pour sa force et son influence parmi les demi-humains, mais elle a récemment connu des difficultés financières, au point que beaucoup de ses membres ont du mal à trouver de quoi se nourrir. Dénosuke s'en doutait, car lorsqu'ils sont entrés, il a vu l'état lamentable de l'équipement d'Ogrey, ainsi que l'impression de froid et de vide qui se dégageait du château lui-même. Ce genre de situation se produit généralement lorsque les grandes entreprises commencent à décliner. Elles donnent l'impression que tout va bien, mais à l'intérieur, elles sont constamment au bord de la faillite. C'est exactement ce qui arrive à la tribu des ogres, et ORL pense que le seul moyen de la reconstruire est de compter sur l'aide de l'armée des démons. Mais son père refuse de l'écouter et, en plus, il est actuellement malade. Ils ont essayé de cacher ce fait, c'est pourquoi ils ont demandé à Ulmandra et Dénosuke d'attendre à l'extérieur pendant qu'ils le préparaient pour la réunion, mais son état ne cesse d'empirer, et bientôt il va mourir. SiOgrey devait mourir dans l'état actuel des choses, ce serait la fin de leur tribu, alors elle supplie Dénosuke de l'aider. Dénosuke dit qu'il comprend ses inquiétudes, mais il la réprimande aussi pour avoir partagé une information aussi vitale. En tant que fille du chef, elle doit faire plus attention aux personnes en qui elle a confiance. ORL sait que Dénosuke est quelqu'un de bien, mais elle a confiance en sa capacité à discerner la nature des gens. C'est pourquoi elle lui a parlé de la situation et lui demande maintenant de l'aider à sauver la tribu des ogres en l'épousant. Après avoir entendu cela, Dénosuke panique et Ulmandra commence à brûler de rage, mais ORL est sérieuse au sujet de sa proposition. Tous les ogres de sa tribu sont aussi stupides que des pierres, et le seul moyen pour ORL d'assurer la prospérité de la tribu est qu'un homme intelligent comme Dénosuke l'épouse et devienne le nouveau chef. Dénosuke essaie de dissuader ORL de prendre des décisions irréfléchies, mais ORL est convaincue que c'est le seul moyen de sauver la tribu des ogres, et elle est prête à officialiser leur mariage immédiatement, mais Ulmandra ne veut pas que cela se produise. Plus tard dans la nuit, Dénosuke est assis dans son bureau et se demande comment il va se sortir de ce pétrin, carOgrey refuse de négocier avec lui, et ORL veut l'épouser. Il ne peut pas se permettre d'échouer dans sa deuxième mission pour le Seigneur des démons, alors il décide d'aller au bar dans sa tête pour se changer les idées. Mais cette fois, il n'est pas seul, car Ulmandra, la version imaginaire de Dénosuke, est assise à la table à côté de lui et se dispute avec le barman pour savoir ce qui est le plus cool, les gorilles ou les lions. En réalité, un gorille l'emporte sur un lion tous les jours de la semaine, mais Ulmandra réplique en disant que les lions sont plus cool parce qu'un groupe de lions s'appelle une troupe. Dès que Dénosuke entend cela, il sort de sa transe, et il a maintenant une idée infaillible de la façon de gérer la situation. Le lendemain matin, à la première heure, Dénosuke appelle Ulmandra et s'excuse de l'avoir réveillée si tôt, mais il a besoin de son aide pour aller négocier. Pour que le plan de Dénosuke fonctionne, ils doivent d'abord aller ailleurs. Si tout se passe bien, c'estOgrey qui demandera une réunion de négociation. Une semaine plus tard, Dénosuke et Ulmandra sont convoqués dans la salle du trône du chef,
comme Dénosuke l'avait prévu, et Ogret a l'air furieux. Il vient d'apprendre que toutes les tribus environnantes ont formé une alliance avec l'armée démoniaque au cours de la semaine écoulée, et il veut une explication. Il y a une semaine, Dénosuke a parlé à Ulmandra de son projet de recruter d'abord les petites tribus au lieu d'essayer de convaincre Ogret. Cela ne devrait pas être trop difficile car, tout comme la tribu des ogres, les autres tribus sont confrontées à une pénurie de nourriture et peuvent donc se laisser convaincre par la promesse d'un soutien. Ulmandra comprenait le plan de Dénosuke, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il fonctionne aussi bien en forçant Ogret à négocier. La stratégie de Dénosuke était basée sur quelque chose qu'il devait faire lorsqu'il vendait un produit sur Terre. S'il essayait d'approcher directement une grande entreprise, il était généralement rejeté. Il décida donc de s'adresser d'abord à toutes les petites entreprises et de leur vendre son produit. Au bout du compte, les grandes entreprises seraient obligées de le contacter et de lui demander le produit, afin de ne pas être laissées pour compte. De même, si tous les demi-humains des environs rejoignent l'armée démoniaque, le chef orgueilleux ne laissera pas cela sans réponse. Pour l'instant, Dénosuke joue les idiots et fait comme s'il avait simplement proposé de former une alliance avec les petits groupes parce qu'il luttait pour survivre et avait besoin du soutien de l'armée démoniaque, mais cela rend Ogret encore plus furieux puisqu'il n'a jamais accepté de négocier. Tout se passe comme prévu, car maintenant qu'Ogret a perdu son sang-froid, il est beaucoup plus sensible aux tactiques de négociation de Dénosuke. Dénosuke commence alors à expliquer que les alliances n'ont pas été formées par lui seul, car il a reçu l'aide d'ORL. Ogret n'arrive pas à croire que sa propre fille puisse le trahir de la sorte, mais elle lui dit que c'était nécessaire pour le bien de leur tribu d'ogres. Le seul moyen de sortir de leur situation actuelle est de compter sur l'aide de l'armée des démons, et même s'il ne veut pas l'admettre, les temps ont changé. Il a vieilli et est actuellement malade. Ils doivent donc rejoindre l'armée des démons s'ils veulent survivre. C'est alors que Dénosuke intervient et propose une alternative à Ogret. Au lieu de rejoindre l'armée des démons, il pourrait former un partenariat à parts égales. Pour être honnête, Dénosuke n'a fait qu'inventer cette idée car il n'a rien changé à l'accord, mais s'il dit qu'il s'agit d'un partenariat égalitaire, le fier chef ogre sera certainement plus enclin à l'accepter. Comme prévu, Ogret ne semble pas opposé à l'idée, mais il leur demande de lui laisser un peu de temps pour y réfléchir. Quelques jours plus tard, Ulmandra arrive en courant dans le bureau de Dénosuke pour lui annoncer la bonne nouvelle. Elle lui annonce qu'Ogret vient d'accepter l'alliance avec l'armée des démons. C'est une excellente nouvelle, mais pour l'instant, Dénosuke a d'autres chats à fouetter. Le seigneur des démons lui a demandé de se trouver un assistant. Il a donc passé ces derniers jours à étudier les candidatures pour trouver la bonne personne. Honnêtement, il aimerait bien choisir Ulmandra, car elle est très fiable. Ulmandra comprend que c'est la façon dont Dénosuke la demande en mariage, et elle est un peu gênée. À ce moment-là, on frappe à nouveau à la porte, Dénosuke va voir qui c'est et trouve ORL. Elle lui dit qu'elle est ici pour représenter la tribu des ogres dans le cadre de leur alliance avec l'armée des démons, et elle lui est incroyablement reconnaissante de son aide. Comme son père est devenu beaucoup plus diplomate depuis leur rencontre, elle dit qu'elle est prête à faire n'importe quoi pour montrer sa gratitude, et puisqu'elle a dit n'importe quoi, Dénosuke lui demande si elle aimerait devenir son assistante personnelle. ORL est ravie d'accepter le poste, mais Ulmandra est jalouse. Elle refuse de regarder Dénosuke dans les yeux et se rappelle qu'ils sont rivaux et qu'elle ne peut pas être amie avec lui. Dénosuke n'a aucune idée de la raison pour laquelle elle a soudainement commencé à agir de façon si étrange, mais cela mis à part, ce fut un bon mois pour lui, car l'armée de démons s'est beaucoup développée, mais chaque fois qu'il y a une croissance, il y a aussi un risque accru, donc tout le monde doit rester sur ses gardes. Quelques jours passent et Dénosuke travaille dans son bureau comme d'habitude quand Olulu entre et lui annonce qu'elle a conclu un accord avec une tribu d'ours, comme il le lui avait demandé. Tant qu'ils respectent leurs conditions, ils soutiendront l'armée des démons. Dénosuke est heureux d'apprendre que les choses se sont bien passées avec la tribu des ours, mais Olulu a autre chose à lui dire. Elle a entendu dire que Dénosuke allait être récompensé pour son travail acharné, et que la cérémonie de remise des prix allait bientôt avoir lieu, alors elle lui en parlera après sa pause déjeuner. Dénosuke n'a aucune idée de ce qu'il va recevoir, mais vu la façon dont le seigneur des démons le traite, il peut être sûr que ce sera mieux qu'une soirée pizza. C'est alors qu'Almandra entre dans le bureau de Dénosuke avec un déjeuner à partager, comme ils le font toujours. Dénosuke adore manger avec Almandra, mais il déteste le fait que la seule nourriture disponible dans l'armée démoniaque soit de la bouillie fade. Il comprend qu'il y a des limites à la logistique de l'alimentation d'une armée entière, mais il aimerait au moins avoir un peu de viande pour accompagner la bouillie. Almandra entend Dénosuke se plaindre, et elle a la solution parfaite. Si Dénosuke veut de la viande, ils iront la chercher à la source. Dénosuke n'aime vraiment pas l'idée d'aller chasser juste pour manger de la viande, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle Almandra l'a amenée ici. En fait, elle a reçu une requête des tribus demi-humaines vivant à proximité, lui demandant d'exterminer une bête magique qui les a attaqués dans cette forêt. Jusqu'à présent, 5 orcs ont été tués par cette chose, et Dénosuke pense que c'est terrible, mais Almandra voit les choses différemment.
Il est tout à fait naturel que les faibles soient mangés par les forts, et normalement, c'est à la tribu des Ors de se défendre contre ce genre de menace, mais la bête en question est bien trop forte pour qu'ils puissent la vaincre, et Almandra ne peut pas laisser la tribu des Ors se faire massacrer, alors elle a accepté de s'en occuper pour eux. À ce propos, Almandra remarque des champignons qui poussent sous un arbre, et d'après ce qu'on lui a dit, tous les Ors qui ont été mangés ont été attaqués alors qu'ils cueillaient ces champignons, car ils constituent un ingrédient précieux. La bête magique doit donc camper quelque part par ici, et s'ils attendent assez longtemps, elle ne manquera pas d'attaquer. De toute évidence, ils n'ont pas eu à attendre longtemps puisque le sanglier apparaît derrière eux presque immédiatement. Alors Almandra dit à Dénosuke de se mettre à l'abri pendant qu'elle s'occupe de ça. Elle saute en l'air et donne un coup de talon dans le visage du sanglier, mais en représailles, le sanglier commence à utiliser ses cornes pour lancer des pierres sur Almandra. Si elle peut facilement les esquiver, ce n'est pas le cas de Dénosuke, qui se met à paniquer. Le sanglier commence à traverser les arbres et se dirige droit sur Dénosuke, mais avant qu'il ne soit blessé, Almandra donne un coup de poing dans l'estomac du sanglier. D'après ce que Dénosuke peut voir, il est clair qu'Almandra est forte, mais jusqu'à présent, aucun de ses coups n'a été fatal. Ce ne serait pas grave s'il s'agissait d'un combat ordinaire, mais pour l'instant, leur objectif est de chasser cette chose, alors ce qui lui manque, c'est la puissance meurtrière. Le sanglier a des défenses acérées pour attaquer, donc une seule erreur de la part d'Almandra serait fatale. Cependant, ces coups ne causent que des traumatismes contondants, elle doit donc en finir rapidement, alors Dénosuke pense qu'elle a besoin d'une arme. Il avait raison de dire que les coups d'Almandra n'étaient pas assez puissants pour tuer cette chose telle qu'elle est maintenant, mais elle s'est retenue jusqu'à présent. Elle n'aime pas utiliser son vrai pouvoir parce qu'il lui faut beaucoup de temps pour se remettre des effets, mais sinon, elle ne pourra pas tuer cette chose. Le sanglier tente à nouveau de la frapper, mais cette fois, Almandra parvient à l'arrêter d'une seule main. Elle pourrait facilement le tuer d'un seul coup de poing, mais cela risquerait d'abîmer la viande, alors elle le ramasse et lui brise la nuque. Maintenant que le sanglier est mort, Almandra dit à Dénosuke qu'ils peuvent manger de la viande maintenant, mais honnêtement, Dénosuke a perdu l'appétit. Il traîne le corps du sanglier jusqu'au village ORC pour montrer aux villageois qu'on s'est occupé du sanglier. Tous les villageois sont très reconnaissants à Almandra pour ce qu'elle a fait, et impressionnés par le fait qu'elle ait pu l'abattre toute seule. Almandra apprécie vraiment toutes ces louanges, mais il est rare d'avoir autant de viande, alors Almandra invite tout le village à partager le sanglier avec elle. Les villageois sont tout excités, mais Dénosuke n'arrive pas à croire qu'ils sont d'accord pour manger de la viande de sanglier, alors que cette chose était à un cycle d'évolution près de devenir leur voisin. Il est encore plus surpris lorsqu'il entend Almandra dire qu'elle va faire cuire la viande. Il lui demande si elle est vraiment sérieuse, et Almandra lui propose de goûter à son plat maison. Dénosuke s'enthousiasme à l'idée qu'Almandra puisse lui faire goûter son plat, mais lorsqu'il lui demande comment elle compte s'y prendre, elle lance une boule de feu. Le résultat est un morceau de chair carbonisée, et l'expression du visage de Dénosuke montre bien que c'est une vraie saloperie. Almandra lui dit d'essayer parce que c'est meilleur que ça en a l'air, mais Dénosuke prend une bouchée et le goût est aussi mauvais que l'apparence. C'est comme si on lui avait versé du goudron chaud dans la bouche, et il préférerait honnêtement mourir de faim plutôt que d'avoir à souffrir d'une autre bouchée de ce plat. Almandra lui dit qu'il est impoli d'insulter ainsi la cuisine de quelqu'un, mais Dénosuke lui répond qu'il est impoli d'appeler ce qu'elle vient de faire de la cuisine. Il a enduré le choc culturel de la vie dans un nouveau monde jusqu'à présent, mais c'est trop pour lui, alors il demande si tout le monde peut le laisser s'occuper de la cuisine à partir de maintenant. Une fois que Dénosuke a fini de faire cuire la viande, Almandra prend une bouchée et se rend compte que le goût est vraiment délicieux, alors elle demande à Dénosuke ce qu'il a fait. Il explique qu'il a d'abord trempé le porc dans l'eau pour faire sortir tout le sang, puis qu'il a fait rôtir lentement sur le feu pour enlever l'excès de graisse, et enfin qu'il a ajouté à une soupe pour se débarrasser des mauvaises odeurs. Il propose d'enseigner aux villageois s'ils le souhaitent, et ces derniers sont heureux qu'un des généraux démons se montre si attentionné. Cependant, Almandra ne pense pas qu'il soit nécessaire pour quelqu'un d'aussi haut placé que Dénosuke de passer du temps à apprendre aux villageois à cuisiner. Dénosuke lui répond qu'elle a tort, car son travail consiste à améliorer l'armée démoniaque, et une étape importante dans le développement de toute civilisation est l'amélioration de la cuisine. Il est normal que les gens qui mangent souvent de la viande cherchent à en améliorer le goût, mais comme la viande est si rare ici, personne ne peut se permettre de faire des expériences. En d'autres termes, ce pays est pauvre et manque de connaissances. Cela semble dur quand il le dit comme ça, mais Almandra ne peut pas discuter puisqu'il a raison. Ce pays est en grande partie stérile, et comparé aux nations environnantes, il est plutôt faible, mais c'est exactement pour cela qu'ils doivent travailler dur pour changer les choses dans le cadre des 4 grands. Puisqu'ils en ont fini ici, Almandra suggère qu'ils retournent au château, mais Dénosuke ne pense pas que ce soit une bonne idée puisqu'il fait déjà nuit. Cependant, Almandra lui dit que ce ne sera pas un problème puisqu'elle peut éclairer leur chemin avec une boule de feu. Elle est très fière de ses prouesses magiques, car c'est une capacité propre aux démons, et Dénosuke est très impressionné.
Il comprend aussi pourquoi les demi-humains qui ne peuvent pas utiliser la magie s'entraînent jour après jour pour devenir des combattants efficaces, alors que les démons comme Almandra ne peuvent compter que sur leur magie, mais il pense qu'Almandra pourrait améliorer un peu ses techniques de combat. Par exemple, même si sa puissance d'attaque augmente considérablement lorsqu'elle utilise son véritable pouvoir pour transformer son corps, il lui faut un certain temps pour récupérer. Il lui suggère également de porter une armure qui couvre une plus grande partie de son corps, mais après avoir dit cela, Almandra s'arrête net et éteint sa lampe. Elle comprend que Denozuc a peut-être raison, mais son souci d'efficacité est une insulte pour elle, et elle est bien trop furieuse pour le côtoyer en ce moment. Elle abandonne Denozuc dans la forêt, et ce dernier se demande pourquoi elle s'est tant énervée. Mais avant cela, il est presque sûr d'être mangé s'il reste dans la forêt, alors il retourne au village ORC pour se mettre à l'abri. Le lendemain matin, Denozuc rencontre le seigneur démon pour lui faire un rapport sur sa mission, et le seigneur démon le félicite pour son succès. Cependant, il a entendu dire qu'Almandra était rentrée hier soir alors que Denozuc n'est arrivé que ce matin, escorté par les orques, et il veut donc savoir s'il s'est passé quelque chose de grave entre Denozuc et Almandra. Denozuc s'effondre et dit qu'il n'est pas digne d'être l'un des généraux de l'armée des démons. Le seigneur des démons lui dit de se calmer et de lui expliquer ce qui s'est passé, et Denozuc lui raconte tout. Le seigneur des démons comprend que Denozuc a offensé Almandra par inadvertance, mais ce qui compte maintenant, c'est qu'il fasse amende honorable pour le bien de l'armée des démons, et il ordonne officiellement à Denozuc de trouver un moyen de se réconcilier avec Almandra, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Denozuc se souvient de la fierté d'Almandra lorsqu'elle a dit que les démons étaient les seuls à pouvoir utiliser la magie, mais il doit y avoir plus que cela, alors il commence à lire un livre sur l'histoire des démons pour voir s'il peut trouver quelque chose. C'est pourquoi les démons sont très fiers de leur corps et portent souvent des vêtements très révélateurs. Denozuc comprend maintenant pourquoi Almandra s'est mise en colère, car en lui disant qu'il serait plus efficace de porter une armure qui couvre davantage son corps, il a en fait rejeté sa fierté de démon. Mais même s'il sait pourquoi elle s'est fâchée, il n'a aucune idée de la façon dont il va réparer leur relation. Pendant ce temps, au château, Olulu a fini de couper du bois pour la journée et s'apprête à s'occuper de sa prochaine tâche, mais elle est choquée de voir un mur de mort menaçant devant elle. Almandra est bouleversée par ce qui s'est passé avec Denozuc. Lorsqu'elle aperçoit Olulu, elle se précipite vers elle en pleurant parce que Denozuc la déteste et refuse de faire l'éloge de son corps. Olulu n'a d'abord aucune idée de ce qui se passe, mais après qu'Almandra lui a expliqué ce qui s'est passé, elle comprend d'où vient le malentendu. Elle explique à Almandra qu'en tant qu'humain, les valeurs de Denozuc sont très différentes des leurs. Olulu sait notamment que Denozuc ne pense pas qu'exposer son corps soit une bonne chose, mais Almandra ne peut pas le croire. Cela fait des semaines qu'elle expose son corps devant lui et il ne s'en est jamais plaint. Olulu explique que Denozuc a probablement pensé qu'Almandra était une sorte d'exhibitionniste et qu'il n'a donc jamais posé de questions. En entendant cela, Almandra réalise soudain que si Denozuc n'était pas à l'aise avec son corps exposé, alors tous les gestes d'affection corporelle qu'elle lui a montrés ont probablement été perçus comme une sorte de comportement déviant. Elle est tellement gênée et en colère contre elle-même pour avoir abandonné Denozuc dans la forêt qu'elle commence à se frapper le visage contre le sol, mais Olulu la supplie d'arrêter parce que le sol ne peut pas en supporter davantage. Almandra demande à Olulu ce qu'elle devrait faire maintenant, puisqu'elle s'est mise en colère contre Denozuc sans raison, et Olulu lui raconte une discussion qu'elle a eue avec lui lorsqu'elle est devenue son assistante. Denozuc a dit à Olulu qu'il voulait qu'elle reste fidèle à ses désirs quoi qu'il arrive, parce qu'il voulait qu'elle se sente libre de parler de ses problèmes afin qu'ils puissent trouver une solution ensemble. Olulu est persuadée qu'Almandra peut se réconcilier avec Denozuc, à condition qu'ils en parlent. Denozuc et Almandra finissent par se retrouver dans la cage d'escalier du château, et ils ont tous les deux quelque chose de très important à dire. Almandra dit à Denozuc qu'elle n'est pas une traînée, qu'elle voulait juste qu'il complimente son corps, tandis que Denozuc lui dit qu'il pense que son corps est sexy. Ils prennent tous les deux un moment pour réfléchir à ce que l'autre a dit, et comme ils semblent tous les deux sur la même longueur d'onde, Denozuc s'excuse auprès d'Almandra. Il explique qu'il ne connaissait pas grand-chose aux démons et qu'il n'avait pas réalisé que ce qu'il avait dit était insultant pour elle. Almandra accepte ses excuses et s'excuse également auprès de Denozuc car ce n'était pas de sa faute s'il ne connaissait pas la culture des démons. Même si elle était en colère, elle n'aurait pas dû le laisser seul au milieu de la forêt. Denozuc a failli mourir à cause de cela, alors Almandra se sent vraiment coupable, mais comme il s'en est sorti, Denozuc lui dit qu'il lui pardonne. Il est heureux qu'ils aient pu se réconcilier, et maintenant qu'ils ont eu la chance d'en apprendre un peu plus l'un sur l'autre, Denozuc pense qu'ils peuvent devenir d'excellents partenaires, bien qu'il ne réalise toujours pas qu'Almandra interprète le mot « partenaire » comme une demande en mariage. Plus tard, le seigneur des démons réunit tous ses subordonnés, car il a une annonce spéciale à faire. Après avoir conclu des alliances avec les différentes tribus, son armée de démons est devenue bien plus puissante qu'auparavant, et ce grâce au travail assidu de son tout nouveau général, Denozuc, et c'est pourquoi le seigneur des démons lui remet cette pierre magique.
Dénosuke se sent très honoré de recevoir une pierre d'une telle valeur, mais il ne peut l'accepter car il n'a pas fait tout le travail tout seul. Tout cela n'aurait pas été possible s'il n'avait pas eu Almandra à ses côtés. Il s'approche donc d'elle, s'agenouille et lui demande d'accepter la pierre avec lui. Almandra est heureuse, mais elle est effrayée par le fait que Dénosuke fasse cela en public, sous le regard de tant de gens. Il ne le sait pas, mais offrir une pierre magique à une fille est littéralement la définition d'une demande en mariage dans ce monde. Il vient donc de la demander en mariage devant tous les chefs de l'armée des démons, et la seule raison pour laquelle elle n'a pas accepté immédiatement est qu'elle est gênée par la présence de tout le monde. Quelques jours plus tard, Dénosuke est convoqué à une réunion avec le seigneur des démons. Il est terrifié car il pense avoir fait quelque chose de mal, et par mesure de prévention, il commence à s'excuser et supplie de garder son emploi. Le seigneur des démons est surpris par la réaction de Dénosuke et lui dit qu'il n'a aucun problème. Ils ont littéralement organisé une cérémonie de remise de prix pour lui l'autre jour en raison de la qualité de son travail. Cela dit, le seigneur des démons a quelque chose à lui dire. Il demande à Dénosuke ce qu'il pense des relations actuelles entre les demi-humains et les démons de l'armée du démon. D'après ce que Dénosuke a vu, les demi-humains se sentent inférieurs aux démons car seuls les démons sont capables d'utiliser la magie, et c'est exactement ce que le seigneur démon a essayé de résoudre. Il demande donc à Dénosuke de trouver un moyen de faire en sorte que tout le monde puisse utiliser la magie, car de cette façon, les demi-humains pourront se tenir à côté des démons en tant qu'égaux. Dénosuke pense que c'est un bon plan, mais il y a un problème majeur, car Dénosuke ne peut pas utiliser la magie, alors comment est-il censé trouver un moyen de permettre à tout le monde de l'utiliser ? Le seigneur des démons est conscient de l'ampleur de la tâche, mais c'est pourquoi il a donné à Dénosuke une pierre magique, et il lui laisse toute autorité pour décider de la façon dont il l'utilisera pour accomplir sa mission. Cependant, il ne pourra pas y arriver seul, c'est pourquoi le seigneur des démons a désigné un spécialiste de la magie pour l'aider. Il s'agit de Sylphide, et le seigneur démon assure à Dénosuke que Sylphide est très doué en matière de magie. Cependant, Dénosuke doit être prudent car Sylphide est une véritable plaie. Dénosuke dit qu'il comprend et quitte la salle du trône du seigneur des démons pour aller chercher Sylphide, et pendant ce temps, Almandra l'observe de derrière la balustrade. Elle espionne Dénosuke dès qu'elle en a l'occasion depuis quelques jours, en partie parce qu'elle veut savoir comment se déroule son travail, mais aussi parce qu'elle est encore toute excitée par la demande en mariage de Dénosuke il y a quelques jours. Dénosuke arrive bientôt dans la chambre de Sylphide, il frappe à la porte, mais la personne qui répond est Belinda, et elle lui dit que Sylphide n'est pas là pour le moment, et qu'il devra revenir plus tard. Elle tente ensuite de lui fermer la porte, mais Dénosuke enfonce son pied dans la porte et insiste pour entrer quand même. Almandra a vu ce qui s'est passé, et elle commence à s'énerver que Dénosuke flirte avec une autre femme alors qu'il a déjà demandé en mariage. Pendant ce temps, dans la chambre de Sylphide, Belinda essaie de convaincre Dénosuke de partir puisque Sylphide n'est pas là, mais il ne croit pas à cette histoire puisqu'il sait que Belinda est vraiment Sylphide. Belinda essaie de le nier, mais Dénosuke a 2 bonnes raisons de croire qu'elle ment. Tout d'abord, il a mémorisé la liste de tous les responsables de l'armée des démons, et il n'y a personne du nom de Belinda dessus. Deuxièmement, le seigneur démon l'a déjà dénoncée et a dit à Dénosuke qu'elle aimait se déguiser pour échapper au travail. Sylphide s'est clairement fait prendre. Elle admet donc que Dénosuke a raison à son sujet, mais Dénosuke ne comprend toujours pas pourquoi elle se fait passer pour sa propre assistante. Sylphide explique simplement que si tout le monde connaissait sa véritable identité, il commencerait à lui donner des tonnes de travail à faire, et elle déteste le travail. Quoi qu'il en soit, Dénosuke a du travail à lui confier, et il demande à Sylphide si elle peut lui consacrer un peu de temps pour parler d'outils magiques. Cependant, Sylphide refuse catégoriquement de faire quoi que ce soit qui demande un effort, même si c'est sous les ordres directs du seigneur démon. De plus, elle a déjà fabriqué un tel objet par le passé, elle n'a donc aucune raison de le recréer maintenant. Dénosuke ne sait pas que Sylphide a déjà essayé de fabriquer des outils magiques par le passé. Comme il semble intéressé, elle décide de lui montrer son invention. Elle sort un objet et informe Dénosuke qu'il est fait d'une base minérale qui permet à la magie de se déplacer facilement à travers elle, avec des morceaux de pierre magique superposés. Avec cette configuration, il peut être utilisé pour lancer tous les types de magie, et cela semble être exactement ce que Dénosuke recherche. Il demande donc à Sylphide s'il peut avoir la permission de le produire en masse. Sylphide lui dit qu'il est libre de faire ce qu'il veut, mais que la fabrication de ce prototype coûte 50 millions, et qu'il va donc avoir besoin d'un sacré plan financier pour financer la production de masse. Après tout, l'appareil nécessite des pierres magiques de haut niveau pour sa construction, donc bien sûr, il sera coûteux à fabriquer. Dénosuke est encore choqué d'apprendre à quel point ces choses sont chères, et il comprend maintenant pourquoi Sylphide ne les a jamais mises en production. Il lui demande donc s'il est possible de réduire le nombre de sorts que l'appareil peut lancer. D'après ce que lui a dit Sylphide, l'appareil a besoin de pierres magiques de haut niveau pour pouvoir lancer plusieurs types de magie, il propose donc de le limiter à un seul sort. Sylphide est intriguée, car elle n'avait jamais pensé à cela.
Après quelques réflexions, elle confirme que limiter l'appareil à un seul sort réduirait considérablement le coût puisque les pierres magiques de bas niveau pourraient être utilisées pour la production. Elle est vraiment impressionnée que Denosuke ait pu trouver cette idée en si peu de temps, et il se trouve qu'il a une pierre magique sous la main, alors il demande à Sylphide si cela fonctionnera. Sylphide commence à s'investir dans cette idée, et comme ils ont déjà tous les matériaux nécessaires, elle est prête à commencer le travail tout de suite. Cependant, elle a besoin d'un assistant pour l'aider, alors elle entraîne Denosuke dans son sous-sol, et elle n'a pas l'intention de le laisser dormir ce soir. Pendant ce temps, à l'extérieur de la chambre de Sylphide, Almandra commence à avoir des soupçons et se demande ce que Denosuke peut bien faire dans le bureau de Sylphide avec une femme si tard dans la nuit. Le lendemain matin, nous voyons Denosuke assis sur le sol du sous-sol, à peine conscient à cause du manque de sommeil. Sylphide est tout aussi privée de sommeil, mais elle est aussi très excitée car elle a réussi à redessiner complètement son outil magique pour lancer un seul sort. Désormais, cet outil peut être produit en série pour une fraction du coût de l'ancien modèle, et tout cela grâce à son génie. Cependant, avant de commencer la production de masse, ils doivent encore le tester, et elle dit à Denosuke qu'il va être le sujet de test. Denosuke la supplie de lui laisser au moins un peu de temps pour se reposer, car il est sur le point de s'effondrer. Sylphide l'autorise à partir, mais elle dit qu'elle ne lui donne qu'une heure de répit avant qu'il ne revienne pour qu'il puisse commencer à tester cette chose. Denosuke retourne à la porte d'entrée et s'apprête à l'ouvrir, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Almandra fait irruption et exige de savoir ce que Denosuke a fait toute la nuit. Les actions d'Almandra ont eu pour effet d'assommer Denosuke, alors elle se met à genoux et essaie de le secouer jusqu'à ce qu'il se réveille, mais toutes les secousses ne font qu'étourdir Denosuke. À ce moment-là, Sylphide sort de la cave et porte sa tenue habituelle pour qu'Almandra ne se rende pas compte qu'il s'agit de la femme de tout à l'heure. Almandra commence à se demander si ce qu'elle a vu tout à l'heure était vrai, mais tout à coup, l'assistant d'Almandra, Génome, et Olulu entrent également dans la pièce car il y a une énorme urgence. Une bande d'oiseaux Azata vient d'attaquer quelques villages, et si rien n'est fait rapidement, ces villages seront détruits. Les Azata sont de grands oiseaux incapables de voler, connus pour leur nature vicieuse. Ils représentent une telle menace que le Seigneur des démons a ordonné que l'on fasse tout ce qu'il faut pour les chasser. C'est pourquoi Génome est venu chercher Almandra, car elle est la seule personne capable de s'occuper d'un tel troupeau. Alors qu'elle est emmenée, Almandra exprime sa déception car elle voulait passer du temps avec Denosuke, mais Sylphide voit l'occasion parfaite de tester le nouveau dispositif magique, et elle a donc l'intention d'emmener Denosuke sur le champ de bataille. Une fois à l'extérieur, Denosuke demande aux habitants de reculer un peu, car ce qu'ils s'apprêtent à faire pourrait être dangereux. Sylphide prépare la pierre magique à lancer un simple sort de magie du feu et la donne à Denosuke pour qu'il puisse l'essayer. Avant cela, Denosuke lui demande si cette chose a des caractéristiques de sécurité, mais Sylphide lui assure que même si elle explose, Denosuke ne perdra qu'un bras. Mais cela ne le rassure pas, il décide de le tester malgré les risques, et alors que la volée d'oiseaux Azata approche, Sylphide lui demande de commencer à canaliser l'énergie de l'appareil. L'appareil émet un son étrange lorsque Denosuke le met en marche, mais Sylphide lui dit que c'est juste la façon dont il fonctionne. Maintenant, elle veut que Denosuke imagine que l'appareil est une extension de son propre corps et qu'il laisse l'énergie circuler jusqu'à ce qu'elle s'accumule dans sa main droite. Denosuke suit ses instructions et, en peu de temps, il forme une boule de feu dans sa main. Denosuke est étonné d'avoir pu utiliser la magie, et comme la première phase a été un succès, Sylphide lui dit de commencer à attaquer les oiseaux. Denosuke n'est pas sûr que cela fonctionne, mais il lance tout de même une boule de feu sur l'un des oiseaux, qui l'anéantit. Sylphide l'encourage à continuer jusqu'à ce qu'il se soit occupé de tous les oiseaux, alors Denosuke lance continuellement boule de feu après boule de feu, et pour la première fois depuis qu'il est venu dans ce monde, il a l'impression d'être assez fort pour gagner un combat. Cependant, ce sentiment de puissance est de courte durée car, dans l'instant qui suit, le dispositif magique brûle et il ne peut plus utiliser la magie. L'un des oiseaux s'approche de Denosuke et s'apprête à le tuer, mais avant que cela n'arrive, Sylphide lève une barrière autour de lui. Denosuke essaie à nouveau d'utiliser l'appareil, mais cette fois-ci, il semble attirer lentement les oiseaux au lieu de permettre à Denosuke d'utiliser la magie. Sylphide s'occupe des oiseaux qui s'en prenaient à Denosuke, puis elle lui demande pourquoi il n'utilise plus l'appareil pour lancer de la magie, alors il lui montre le cristal, qui a clairement été surchargé. Il semble que les cristaux magiques de bas niveau ne suffisent pas à maintenir l'appareil en état, et cette expérience est donc un échec. Pour l'instant, ils ont réussi à chasser les oiseaux, et les villageois fêtent l'événement en préparant un ragoût avec la viande des oiseaux. Pendant que Denosuke se prépare un bol de ragoût, Sylphide est près d'un arbre en train de jouer avec l'un des enfants demi-humains. Denosuke s'approche, exprime sa surprise car il avait l'impression que tous les demi-humains étaient forts, mais il n'avait aucune idée que certains d'entre eux étaient aussi faibles. Sylphide est d'accord avec lui, mais même s'ils sont faibles, les demi-humains comme eux sont toujours très gentils, et cela lui rappelle un peu son passé. Sylphide est née dans une famille d'elfes marchands, mais les choses ont mal tourné et elle a été chassée.
Elle a alors vécu comme une vagabonde pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'elle soit accueillie dans un village de demi-humains. Ces derniers étaient extrêmement gentils avec elle, mais aucun d'entre eux ne pouvait utiliser la magie, et ils vivaient donc dans la pauvreté. Sylphide voulut les aider et se mit à inventer un appareil qui leur permettrait d'utiliser la magie, mais en cours de route, elle se laissa distraire et oublia la raison première de tout cela. Elle se tourne vers Dénosuke et lui dit que son but en tant que chercheuse est d'aider les gens, et qu'ils doivent donc faire en sorte que ce projet aboutisse quoi qu'il arrive, d'autant plus que d'autres de ces oiseaux vont certainement attaquer le village à nouveau. Dénosuke réfléchit un instant et trouve une idée géniale. Il demande à Sylphide si elle peut fabriquer d'autres appareils magiques d'ici demain matin. Comme elle a déjà créé les modèles, cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps pour en fabriquer d'autres, mais elle ne pourra pas améliorer les modèles sans ces outils. Dénosuke lui dit qu'elle n'a pas besoin d'apporter d'amélioration, car ce qu'il essaie de faire fonctionnera avec le modèle actuel. Le lendemain matin, Dénosuke et Sylphide partent affronter le troupeau d'oiseaux qui se dirige vers le village. Avant que les oiseaux n'atteignent le village, Dénosuke active les dispositifs magiques qu'il avait plantés dans le sol à l'avance. Le son de tous les appareils qui s'allument en même temps est si dérangeant pour les oiseaux qu'ils changent tous d'avis et s'enfuient. Mieux encore, comme aucun sort n'a été jeté, les pierres magiques contenues dans l'appareil dureront très longtemps, ce qui leur permettra d'assurer la sécurité des villages isolés tout en réalisant des économies. Le Seigneur Démon est très satisfait de l'innovation qu'ils ont réalisée, il les félicite tous les deux et demande à Sylphide de commencer la production en masse des appareils magiques afin qu'ils puissent être distribués à tous les villages qui en ont besoin. Un peu plus tard, Dénosuke retrouve Sylphide pour la remercier de son aide, car il n'aurait jamais pu parvenir à ce résultat tout seul. De son côté, Sylphide remercie Dénosuke pour son aide car il lui a redonné le goût de la recherche et lui a rappelé qu'elle faisait cela pour aider les gens. Reconnaissante, elle lui dit que s'il a besoin d'aide pour quelque chose, il peut venir lui demander, et avant de partir, elle lui donne un appareil magique qu'elle a fabriqué spécialement pour lui. Les autres ne pouvaient gérer que 10 sorts au maximum, mais celui-ci peut en gérer au moins 30, ce qui devrait l'aider s'il se retrouve un jour en danger. Dénosuke retourne ensuite à son bureau, et il est plus motivé que jamais pour faire sa paperasse, mais avant même d'avoir pu commencer, il est assommé par l'irruption d'Almandra. Elle a entendu parler de la recherche avec Sylphide et voulait s'excuser auprès de lui pour avoir pensé qu'il flirtait avec une autre femme alors qu'il l'avait demandé en mariage, mais elle le voit inconscient sur le sol et se précipite à ses côtés pour voir s'il va bien. Plus tard, Dénosuke invite Almandra à faire du shopping, et Almandra était si nerveuse qu'elle est allée demander conseil à Olulu. Le fait d'être invitée à faire du shopping avec lui ne peut signifier qu'une seule chose, et Almandra est certaine que Dénosuke lui a demandé de sortir avec lui. Puisque c'est le cas, elle a l'intention de sortir l'artillerie lourde pour impressionner Dénosuke. Almandra a l'intention de ne porter que ce bikini pour montrer le maximum de son corps, mais Olulu lui dit que ce n'est peut-être pas une bonne idée. Dénosuke ne serait pas à l'aise avec une telle exposition, il serait donc préférable d'opter pour quelque chose d'un peu plus conservateur. Almandra suit les conseils d'Olulu et, heureusement, Dénosuke semble aimer sa tenue. Elle pense donc que ce rendez-vous pourrait bien se passer et que sa relation avec Dénosuke pourrait passer à la vitesse supérieure. Malheureusement, c'est de Dénosuke qu'il s'agit, et la seule raison pour laquelle il a appelé Almandra pour faire du shopping était qu'il voulait étudier le marché. Almandra est très choquée lorsqu'elle se rend compte que ce n'est pas un rendez-vous galant. Elle brûle de colère, mais elle veut quand même aider Dénosuke, alors elle lui demande quel genre de recherche il fait. Dénosuke explique que c'est toujours une bonne idée de demander l'avis des habitants, car cela peut lui donner un point de vue différent et l'aider à améliorer l'armée des démons. Pour l'instant, il dit qu'il veut juste profiter du paysage avec Almandra, ce qui la surprend, mais ce n'est pas encore un rendez-vous. Alors qu'il s'approche d'une échoppe, le propriétaire reconnaît Dénosuke comme l'un des généraux d'élite de l'armée démoniaque. Dénosuke est surpris que les gens sachent qui il est, mais des rumeurs circulent à propos d'un humain que le Seigneur Démon aurait personnellement invoqué, et le costume de Dénosuke le fait remarquer. L'homme reconnaît également Almandra, et comme elle et Dénosuke sont ici ensemble, il suppose qu'ils ont un rendez-vous galant, mais Almandra le nie car Dénosuke a déjà précisé que ce voyage était lié au travail. Elle explique qu'ils sont ici pour faire une étude de marché, et puisque c'est le cas, l'homme propose de leur montrer quelques-unes de ses plus belles marchandises. Un ensemble d'ornements en or pur, et comme ce n'est pas tous les jours qu'il est fréquenté par des généraux de l'armée, il propose même de leur faire une réduction s'ils achètent ces 2 tasses par paire. L'homme commence à expliquer que ces coupes sont généralement achetées pour les couples qui se marient, mais sans réfléchir, Dénosuke dit qu'il veut les acheter pour lui et Almandra. Cela donne à Almandra des signaux contradictoires car il semble que Dénosuke essaie de flirter avec elle, mais en réalité, il a juste acheté les tasses pour obtenir des informations de la part du commerçant, et Almandra est une fois de plus déçue. Après quelques recherches supplémentaires, Dénosuke s'assoit avec Almandra pour prendre un café pendant qu'il expose les résultats de leurs recherches. D'après ses conclusions, les récentes alliances conclues avec les autres territoires demi-humains ont été bien accueillies par la population, si bien que les différentes cultures s'intègrent bien. Cependant,
Cela a également entraîné des effets secondaires négatifs. En particulier, l'augmentation de la population a provoqué une pénurie alimentaire sans précédent, et le prix des produits de base comme le Jimu est trop élevé pour que les gens puissent l'offrir. Almendra a elle aussi remarqué la hausse des prix. Elle s'est rendue chez l'un des détaillants en alimentation et a demandé pourquoi le Jimu était si cher. Mais même en étant violemment secoué, le détaillant lui a dit qu'il ne pouvait pas se permettre de baisser ses prix, sinon il s'endetterait. Le prix du Jimu est bel et bien gonflé, mais si ce ne sont pas les détaillants qui pratiquent cette surenchère, ce sont les grossistes qui doivent s'en charger. Les grossistes sont chargés de distribuer les marchandises après les avoir achetées en gros aux agriculteurs. En général, cet arrangement fonctionne bien, mais il est possible que le grossiste augmente artificiellement les prix du Jimu pour maximiser ses profits, et comme les détaillants sont obligés d'acheter au prix gonflé, ils doivent eux aussi augmenter leurs prix pour rester en activité. Comme les grossistes sont probablement responsables de cette situation, Almendra pense qu'ils devraient se rendre dans leur bâtiment et exiger que les prix soient normalisés. Mais Denosuke ne pense pas que ce soit une bonne idée, car ce qu'il a dit sur la responsabilité des grossistes n'est encore que pure spéculation, et ils ne peuvent pas risquer de mettre les grossistes en colère, car cela pourrait provoquer un désastre national s'ils n'y prenaient pas garde. Les grossistes sont gérés par une grande guilde commerciale qui dispose d'un pouvoir considérable. Avant d'agir, ils doivent donc recueillir davantage d'informations sur le sujet. Cela dit, Denosuke dit qu'ils ont terminé leur étude de marché pour la journée, mais il leur reste encore beaucoup de temps avant de retourner au château. Alors Denosuke demande à Almendra si elle veut essayer quelque chose entre-temps. Almendra est ravie de pouvoir sortir avec Denosuke, mais tout espoir de passer du temps seul avec lui s'évanouit lorsque Gnome se présente. Denosuke est surpris de la voir ici et demande si Gnome est aussi venu faire des courses. Elle explique qu'aujourd'hui est un jour important pour son peuple, et qu'elle est donc venue acheter des cadeaux pour les personnes qui lui sont chères. En l'occurrence, elle achète des cadeaux pour ses camarades de l'armée démoniaque, mais elle est toujours en froid avec Almendra, qui ne recevra donc rien de sa part. C'est alors que Gnome est abordé par deux demi-humains, rats qui la supplient de les aider à sauver leur magasin de la faillite. Comme ces deux-là semblent désespérés, Denosuke et les autres décident de les suivre jusqu'à leur magasin et de leur demander quel est le problème. Le couple de rats explique qu'ils tiennent le magasin depuis des années et vendent un produit appelé Shimozu, mais qu'année après année, leur vente diminue et qu'ils luttent pour rester en activité depuis un certain temps. Récemment, ils ont été approchés par un grand marchand nommé Butagarian, qui leur a passé une grosse commande, affirmant qu'il pourrait faire un bon profit en revendant le Shimozu, puisque le Jimu est si cher de nos jours. Le couple fut ravi d'entendre une telle nouvelle et travailla sans relâche toute la nuit, utilisant jusqu'au dernier ingrédient dont il disposait pour honorer la commande de Butagarian. Malheureusement, ce matin, alors qu'il était censé venir chercher sa commande, il s'est soudainement désisté et a déclaré qu'il n'était plus intéressé. Le couple se retrouve donc avec une énorme quantité de produits invendus et, s'il ne fait pas quelque chose rapidement, il fera faillite à cause de tout l'argent qu'il a gaspillé. Le problème est vraiment grave, mais Gnome ne voit pas comment le résoudre. Elle se tourne donc vers Denosuke, dont elle a entendu dire qu'il savait résoudre les problèmes. Elle lui demande s'il a une idée pour aider le couple à sauver leur magasin, et heureusement, avec les informations qu'il a recueillies sur le marché aujourd'hui, Denosuke dit qu'il a la solution parfaite. Gnome lui demande s'il est vraiment sûr de pouvoir s'en occuper, et Denosuke lui assure que son plan fonctionnera, ce qui signifie qu'elle peut lui laisser le soin de s'occuper du reste. La première étape du plan de Denosuke est que le couple verbalise son objectif, il leur demande donc de clarifier ce qu'ils veulent atteindre. Le Shimozu se périme en un jour, ce qui signifie qu'ils doivent vendre les 300 portions qu'ils ont préparées avant la fin de la journée. Denosuke a goûté un peu de Shimozu plus tôt, et il semble assez similaire au mochi du Japon. Cependant, il manque un élément clé. Tout comme le mochi, le Shimozu n'a pas de saveur distincte en soi. C'est pourquoi il peut être associé à toutes sortes d'accompagnements et d'épices pour le rendre plus excitant. Il ne reste plus qu'à décider quelle saveur ils souhaitent ajouter au Shimozu, et ils demandent donc au couple quelle est leur clientèle habituelle. Ils lui répondent que le Shimozu étant un plat traditionnel, il n'est pas vraiment populaire auprès des jeunes et qu'il perd même de sa popularité auprès des personnes plus âgées. Pour être honnête, le couple comprend pourquoi, car eux aussi commencent à se lasser de cette saveur fade. Almendra n'arrive pas à croire que les rats aient choisi de continuer à vendre le Shimozu alors qu'ils ne l'aiment plus eux-mêmes, mais ce n'est pas la question. Ils n'ont pas beaucoup de temps avant que le Shimozu ne se dégrade, alors Denosuke suggère qu'ils se répartissent la charge de travail. Lui et le couple resteront ici et réfléchiront à de bonnes saveurs associées au Shimozu, tandis qu'il demande à Almendra d'aller dans les magasins qu'il a notés sur cette liste et de leur demander de l'aide pour son plan. Après avoir rassemblé tout ce dont ils ont besoin, Denosuke se rend au marché avec un tambour pour attirer l'attention des gens. Il leur dit qu'aujourd'hui, c'est le jour de Ruya et qu'ils sont tous invités à participer aux festivités qu'il a préparées. Les gens dans la foule semblent intrigués car cela a l'air amusant, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'est censé être le jour du Ruya, alors Denosuke commence à expliquer. D'après ce qu'il a appris,
Cette fête est basée sur une vieille légende impliquant une jolie fille et un homme vendant du chimosu. Un jour, ils se sont rencontrés au marché et sont tombés amoureux l'un de l'autre. Cependant, un homme puissant voulait épouser la jeune fille, mais comme elle n'était manifestement pas intéressée par la proposition du roi, celui-ci devint jaloux et lui interdit de rencontrer à nouveau l'homme qu'elle aimait. Cependant, ils continuèrent à se rencontrer en cachette, et sous le ciel étoilé, ils mangèrent tous les deux du chimosu et souhaitèrent pouvoir vivre ensemble sans se cacher. C'est alors que leurs prières furent exaucées par les cieux et qu'ils furent attirés dans le ciel nocturne pour y vivre heureux jusqu'à la fin de leur jour. Cette légende est à la base du festival de Ruya, et l'on dit que si vous échangez le chimosu avec un être cher et que vous le mangez avec lui, votre vœu peut se réaliser. La foule semble vraiment intriguée par l'histoire de Denosuke et veut donc acheter du chimosu et essayer la tradition. Il se trouve que Denosuke connaît un couple qui a un stock important de chimosu. La plupart des gens savent que le chimosu est ennuyeux et sans saveur, mais après avoir réfléchi avec Denosuke, le couple a réussi à changer cela et à créer de nouvelles variations très intéressantes. Les gens commencent à acheter des tonnes de chimosu, et même si Almandra était persuadée que Denosuke trouverait un moyen de réussir, elle est toujours surprise qu'il ait réussi à convaincre tous ces jeunes de manger un encas qui était destiné aux vieux de la vieille. Denosuke explique que lorsque la popularité d'un produit est en baisse, il est possible de la rétablir en changeant la clientèle cible. Lors de son étude de marché, Denosuke s'est rendu compte qu'il y avait un grand nombre de jeunes et de familles sur le marché, et qu'il valait mieux les cibler. Avec la nouvelle stratégie de marketing et les nouveaux arômes, Denosuke ne serait pas surpris que le chimosu devienne le produit le plus vendu du marché du jour au lendemain. En fait, il envisage déjà d'ouvrir des chaînes de magasins et de s'étendre à l'étranger pour augmenter ses profits, mais Almandra le sort de sa frénésie commerciale. Plus tard dans la soirée, la foule a commencé à se calmer et Denosuke et Almandra vont à la rencontre du couple. Le couple ne les remerciera jamais assez pour leur aide, car ils ont réussi à vendre tout leur stock grâce à eux. Denosuke leur dit de ne pas s'inquiéter car leur succès n'est pas dû qu'à lui, mais aussi à leur travail acharné, à l'aide d'Almandra et à celle de Gnome. Gnome est peut-être parti au début, mais au cours de la journée, Denosuke a appris de quelques demi-humains que Gnome leur avait recommandé ce magasin, et elle a donc dû faire connaître le magasin Chimosu pour les aider. En guise de remerciement, le couple offre à Denosuke et Almandra une assiette de chimosu à partager, et Denosuke l'accepte avec joie. Almandra commence à rougir car elle se souvient de la partie de la légende qui dit qu'on partage le chimosu avec quelqu'un qu'on aime, alors que Denosuke soit si désireux d'en partager avec elle ne peut signifier qu'une seule chose. Elle essaie de ne pas se faire trop d'illusions, mais Denosuke sort les coupes de mariage qu'il a achetées plus tôt et dit qu'il veut en offrir une à Almandra. La preuve qu'il veut l'épouser étant faite, Almandra lui demande ce qu'il compte souhaiter pendant qu'il partage le chimosu. Sans hésiter, Denosuke répond qu'il souhaite la réussite de son prochain projet, ce qui déçoit une fois de plus Almandra. Plus tard dans la nuit, Denosuke va rencontrer le Seigneur Démon car il a quelque chose d'important à lui dire. Lors de son étude de marché aujourd'hui, il a découvert de nombreuses informations utiles, mais surtout, il a découvert ses ornements dorés à vendre. Ces ornements proviennent d'une nation voisine connue sous le nom de Pays d'Or en raison de ses abondantes mines d'or. Si le Seigneur des Démons envisage d'étendre son armée, Denosuke lui suggère d'établir des liens commerciaux avec le Pays d'Or. Le Seigneur des Démons trouve l'idée excellente et déclare qu'ils vont entamer des négociations commerciales dès que possible, et il connaît la chose parfaite à échanger. Il sort l'un des appareils magiques et dit qu'ils vont l'échanger avec le Pays d'Or. Cependant, Denosuke ne pense pas que ce soit une bonne idée, car l'appareil magique est une technologie que seule l'armée démoniaque possède, et il ne devrait donc pas le vendre si facilement. Mais le Seigneur des Démons ne voit pas les choses de la même façon. Quoi qu'il fasse, la technologie finira par être volée par des étrangers ou reproduite, mais ce qui ne peut être reproduit, c'est le personnel. Tant que le Seigneur Démon aura des individus talentueux comme ses 4 généraux, il est sûr qu'ils seront capables de créer des appareils magiques encore plus puissants à l'avenir. Il donne à Denosuke l'autorisation de mener toutes les négociations à ce sujet, mais il avertit également de faire attention car le roi du Pays d'Or est un homme redoutable. Le jour est bientôt venu pour Denosuke d'entamer les négociations, et il se prépare à se rendre au Pays d'Or pour y rencontrer le roi. Avant qu'il ne parte, Almandra le rejoint à la calèche et lui propose de l'accompagner car elle craint que Denosuke ne s'attire des ennuis, mais cette négociation est censée être sa première mission en solo, alors il dit qu'il doit la faire seul. Almandra comprend qu'il veuille le faire seul, mais elle l'avertit que le roi du Pays des Rampes a un tempérament très vif, et que Denosuke doit donc faire attention à la façon dont il lui parle. Par exemple, le roi a déjà donné un marchand à manger à un crocodile parce qu'il essayait de lui vendre une extension de garantie pour une voiture, et en entendant cela, Denosuke commence à s'inquiéter lui aussi. Mais il doit partir, et le carrosse de Denosuke se met en route. Au moment du départ, Almandra encourage Denosuke en lui rappelant de ne pas s'approcher des femmes du Pays d'Or. Après un long voyage, Denosuke arrive enfin au Pays d'Or, connu sous le nom de Rampage, et la vie y est aussi animée que les rumeurs le disent.
C'est une bonne chose qu'il ait choisi de négocier avec ce pays car, jusqu'à présent, l'armée des démons n'a fait qu'exporter des récoltes comme le Jimu pour obtenir des devises étrangères. Cependant, en raison de l'augmentation soudaine de la population, l'armée des démons a non seulement épuisé toutes ses réserves de Jimu, mais elle a également dû recourir à l'importation de ces cultures. Pour remédier à cette situation, Denosuke envisage de faire un échange contre quelque chose de précieux, comme de l'or, et quel meilleur endroit pour acquérir de l'or que le pays d'or? Grâce à sa position de général d'élite de l'armée des démons, Denosuke parvient facilement à obtenir une audience avec le roi et quelques instants plus tard, le roi de Rampage entre dans la salle du trône. Denosuke baisse la tête pour saluer le roi et commence à se présenter, mais le roi sait déjà tout ce qu'il y a à savoir sur lui. Il sait que Denosuke a été appelé dans ce monde il y a quelques mois en tant que général démoniaque et que, depuis, il a étendu l'influence de l'armée démoniaque et mis en œuvre plusieurs réformes. Le roi est convaincu du talent de Denosuke, mais il y a une chose qu'il ne comprend pas. Si Denosuke est l'un des généraux de l'armée démoniaque depuis plusieurs mois, pourquoi est-ce la première fois qu'il vient saluer le roi? Le roi est visiblement contrarié, et Denosuke ne sait pas quoi dire. Il commence donc à s'excuser, mais vu la tournure que prennent les choses, les négociations risquent d'être rompues avant même d'avoir commencé. Le roi demande alors à Denosuke s'il y a une raison pour laquelle il a convoqué cette réunion. Denosuke montre alors le chariot derrière lui et dit qu'il a apporté une offrande pour le roi. Il présente une collection des plus belles pièces d'argenterie de l'armée démoniaque, mais il s'agit du roi du pays d'or, qui se sent gravement insulté par le fait que Denosuke ose lui apporter de l'argent en guise de cadeau. Le roi est de mauvaise humeur et Denosuke s'excuse, mais cela faisait partie de son plan. Il sort alors l'appareil magique et dit qu'il va l'offrir au roi en guise d'excuse, puisqu'il n'était pas satisfait de l'argent. Au début, le roi n'est pas impressionné par l'appareil, car il est manifestement fabriqué à partir d'une pierre magique de bas niveau, mais Denosuke l'informe que cet appareil magique est capable de chasser les bêtes magiques. Il s'agit d'une invention originale de l'armée du démon, il est donc impossible de se la procurer ailleurs, et Denosuke sait que le pays d'or a un problème de bêtes magiques dans ses mines. Le roi ne le nie pas, et Denosuke poursuit en expliquant qu'il a entendu parler des golems de pierre qui terrorisent les mines, interrompant le travail des mineurs et obligeant le roi à engager une force de défense spécialisée dans les mines. Cependant, grâce à ces dispositifs magiques, il pourrait éliminer complètement le besoin d'une force de défense tout en assurant la sécurité des mineurs et en augmentant la productivité. Il montre ensuite au roi une petite collection de rosmarins et lui dit qu'il s'agit de son offrande pour aujourd'hui, mais que s'il pense qu'ils sont utiles, il est invité à en acheter d'autres auprès de l'armée des démons. Le roi trouve la proposition de Denosuke intrigante, et il aimerait bien en acheter d'autres, mais seulement si Denosuke peut prouver que ce qu'il a dit à propos des appareils magiques est vraiment vrai. D'un claquement de doigts, la lumière s'éteint et le crocodile domestique du roi est relâché à côté de Denosuke. Si Denosuke dit la vérité sur les appareils magiques, le roi pense qu'il n'aura aucun mal à faire fuir le crocodile. C'est une façon terrifiante de tester quelqu'un, et Denosuke panique intérieurement, mais il est également confiant dans les performances des dispositifs magiques, alors il brandit l'un des dispositifs et l'active pour effrayer le crocodile. L'appareil fonctionne, mais alors que le crocodile s'éloigne de Denosuke, il voit le roi et décide de s'en prendre à lui à la place. Denosuke s'en aperçoit et tente d'utiliser l'un des dispositifs pour lancer une boule de feu sur le crocodile, mais l'aide de Denosuke n'est pas nécessaire car le roi terrasse facilement le crocodile et le réduit en cendres. Il est impressionné par le fait que les dispositifs magiques fonctionnent vraiment, mais il est également impressionné par Denosuke en tant que personne. Bien que Denosuke soit un roturier, il a l'esprit nécessaire pour se présenter devant le roi en tant qu'égal. Il est doué pour les négociations et est immédiatement prêt à agir lorsqu'il pense que la vie du roi est en danger. Le roi s'est pris d'affection pour lui et lui a dit qu'il achèterait les rosmarines à l'armée des démons. En guise de paiement, il a placé 3 lingots d'or devant Denosuke. Avec cette somme, Denosuke affirme que l'armée démoniaque peut préparer 200 unités dans le mois qui vient. Mais le roi est un homme impatient, il dit donc qu'il ne leur donne qu'une semaine pour préparer les unités, et en compensation de ce délai raccourci, il apporte plusieurs tonnes d'or. Les négociations se sont avérées fructueuses, mais créer 200 unités en une semaine sera une commande difficile à remplir. Denosuke demande à Sylphide s'il est possible de fabriquer 200 unités à temps, mais elle lui répond que c'est impossible. La production de masse des rosmarines est récente, mais il est déraisonnable d'en produire autant en une semaine. Denosuke la supplie de voir s'il y a quelque chose à faire, mais elle ne peut pas sortir 50 ouvriers supplémentaires de nulle part. De plus, la demande locale pour les rosmarines est en hausse, alors elle dit qu'ils sont déjà surchargés de travail. Elle reproche à Denosuke d'avoir accepté une demande aussi importante sans tenir compte de la charge de travail sur place, et Denosuke admet qu'il s'est peut-être trompé. Mais il réfléchit à la situation et se souvient d'avoir vu le rapport logistique de la distribution de rosmarine il y a quelques jours. D'après ce rapport, la priorité a été donnée aux régions où il y a des problèmes avec les bêtes magiques, donc la demande globale de rosmarine devrait être assez faible en ce moment.
ce qui signifie que Sylphide lui a menti en disant qu'elle manquait de personnel pour ne pas avoir à faire plus de travail. Sylphide se rend compte qu'elle s'est fait prendre, elle n'a donc pas d'autre choix que d'accepter de répondre à la commande et promet de fabriquer les 200 unités d'ici la semaine prochaine. Mais à ce moment-là, un messager du Pays d'Or arrive en courant et leur dit que le roi d'Or a été tellement impressionné par les rosmarines qu'il en veut encore plus, et que la commande de 200 unités va donc passer à 300. Quoi qu'il en soit, à force de travail et d'heures supplémentaires, l'équipe de production parvient à fabriquer les 300 unités dans le délai imparti de 3 semaines, et maintenant qu'ils ont atteint leur quota, Denozuc peut enfin se détendre. Olulu le félicite d'avoir réussi à honorer la commande, mais à ce propos, elle se demande à combien Denozuc a vendu les rosmarines. Denozuc lui répond qu'il a obtenu du roi d'Or qu'il paie 50 000 $ pour chaque rosmarine, ce qui revient à 150 millions pour les 300 unités qu'il a commandées. Olulu n'arrive pas à croire que Denozuc ait réussi à convaincre le roi d'Or de payer autant, mais c'est grâce à une attaque psychologique bien pensée. Pour établir la valeur de la rosmarine, Denozuc a d'abord apporté des objets de valeur en guise de cadeau au roi. Il a intentionnellement choisi de l'argenterie pour que le roi d'Or soit irrité, mais même s'il refusait l'argenterie, il reconnaîtrait qu'il s'agit de biens objectivement précieux. Ainsi, lorsque Denozuc sort les rosmarines, on a automatiquement l'impression qu'elles ont une valeur incroyable. Olulu n'imaginait pas que Denozuc puisse faire une telle chose, mais elle est vraiment impressionnée. Elle lui demande s'il avait prévu de recevoir autant de commandes, mais c'est une surprise pour lui. Il est simplement heureux qu'ils aient réussi à s'occuper des commandes à temps. Cependant, à ce moment précis, le messager du Pays d'Or revient et dit que le roi d'Or veut commander 100 unités supplémentaires. Denozuc commence immédiatement à avoir des visions de la colère de Sylphide lorsqu'il lui annonce la commande supplémentaire, alors il descend et se prépare à la supplier de coopérer pour qu'il puisse le faire. Sylphide n'est pas contente, mais elle accepte de faire ce qu'elle peut pour honorer les commandes supplémentaires, elle embauche donc plus d'ouvriers et leur apprend à fabriquer les rosmarines. Avec les nouveaux ouvriers, ils progressent régulièrement vers l'achèvement des 100 derniers ensembles, et il ne reste plus qu'à les livrer. Avec une utilisation continue, les rosmarines devraient durer environ 1 mois, ce qui signifie que le roi d'Or devra continuer à s'approvisionner auprès de l'armée des démons indéfiniment. Cette mission a donc été un succès retentissant pour Denozuc. Cependant, alors qu'il commence à se détendre, Olulu arrive en courant dans son bureau et lui annonce que le roi d'Or vient d'annuler toute la commande. Denozuc supplie Olulu de dire qu'elle plaisante, mais c'est la vérité. Le roi d'Or a annulé toutes les commandes restantes après avoir reçu les 100 premières. C'est un énorme problème pour eux, car ils n'ont pas encore reçu leur paiement en or et ils ont déjà englouti une grande partie du budget de l'armée démoniaque dans l'achat de matières premières pour les rosmarines. De ce fait, des coupes budgétaires ont dû être effectuées, les forces demi-humaines n'ont donc pas reçu de nouvelles armes, et les marchands se demandent s'ils doivent faire des affaires dans un autre pays. Denozuc se demande où il a pu se tromper dans cette affaire et craint d'avoir offensé le roi d'Or d'une manière ou d'une autre, mais il se demande aussi comment il est possible qu'une réplique de rosmarine circule déjà sur le marché. Cependant, quelle que soit la raison, les fonds de l'armée des démons ont été drainés à cause de ses actions, et le moral est en chute libre, alors il sent qu'il doit prendre ses responsabilités. Il va rencontrer le roi des démons et lui dit que tout ce gâchis est de sa faute. Le roi démon demande à Denozuc pourquoi il pense qu'il est responsable de la situation actuelle. Denozuc explique qu'il savait déjà à quel point le roi d'Or était égocentrique et impatient, mais qu'il était tellement heureux de la réussite des négociations qu'il n'a pas pris en compte les risques encourus. Il dit qu'il est prêt à accepter le châtiment que le roi démon lui réserve, mais que ce dernier n'a pas l'intention de le punir. On ne peut pas s'attendre à réussir indéfiniment, et quelle que soit la qualité de votre planification, il arrive que les choses se produisent, c'est pourquoi il ne blâme pas Denozuc pour la situation. Ce qui compte, c'est que Denozuc en tire une leçon et s'en serve pour s'améliorer à l'avenir. Denozuc prend à cœur les encouragements du roi démon, il quitte donc la salle du trône, et la première chose qu'il souhaite faire est de s'excuser officiellement auprès des personnes qui ont été affectées par cette mésaventure. Les premiers sur la liste sont les troupes sous les ordres de Gnome, qui ont vu leur budget réduit, mais ils tombent sur Gnome en bas de l'escalier, et elle ne semble pas du tout en colère contre lui. Il se rend ensuite dans la chambre de Sylphide et tente de s'excuser auprès d'elle, mais elle lui coupe la parole et lui dit qu'elle est contente de pouvoir faire une pause maintenant qu'elle n'a plus à répondre à ses commandes. Denozuc est content qu'elle ne lui en veuille pas, il part donc et commence à penser à d'autres personnes auprès desquelles il pourrait avoir à s'excuser. Mais tout à coup, on le met dans un sac et on le traîne au loin. Il pense que c'est quelqu'un qui veut se venger de tous les ennuis qu'il a causés, et dès qu'il parvient à se libérer du sac, il recommence à s'excuser. Cependant, la personne qui l'a kidnappé s'avère être Almandra, et elle n'essaie pas de se venger, elle voulait juste déguster de la viande avec lui. Ils s'assoient ensemble, et Denozuc lui demande si elle essaie de lui remonter le moral, et Almandra s'énerve, mais admet que c'est exactement ce qu'elle essaie de faire. Denozuc la remercie d'avoir été si prévenante, et Almandra réalise que c'est peut-être le moment idéal pour passer du temps avec Denozuc, alors elle commence à se rapprocher de lui.
Mais tout à coup, Olulu arrive derrière eux et éloigne Almandra. Olulu voulait juste leur offrir un fruit, mais en se rapprochant, elle se rend compte qu'elle a peut-être interrompu un moment entre eux. Plus tard dans la nuit, Olulu et Almandra finissent par s'endormir. Denozuc les couvre pour qu'elle n'attrape pas froid, et il est reconnaissant d'avoir des collègues comme elle. Les gens ici ne l'ont pas condamné pour son échec et ont plutôt essayé de le réconforter. Alors quoi qu'il arrive, Denozuc va s'assurer que l'armée des démons puisse rebondir. Dans le même temps, nous voyons le roi d'or en train de conclure un marché pour des rosmarines moins chères. Comme elles sont toutes aussi efficaces et coûtent 2 fois moins cher, le roi d'or n'a pas hésité à changer de fournisseur, mais il est curieux de savoir comment Butagarian a réussi à se procurer les rosmarines. Butagarian lui répond que c'est un secret commercial, tout en souriant, ce qui signifie qu'il a certainement fait quelque chose d'illégal. Maintenant que Denozuc a accepté la situation, il commence à élaborer des contre-mesures, et la première étape consiste à comprendre comment des rosmarines contrefaites ont inondé le marché. Les contrefaçons ont probablement été créées en moins d'un mois, mais cela n'a aucun sens pour Denozuc, car il faudrait des années à quelqu'un pour rétro-ingénierer les rosmarines et comprendre comment en fabriquer une. La seule explication plausible est que quelqu'un a vendu les rosmarines obtenues de l'armée démoniaque sans autorisation. L'armée démoniaque a distribué des rosmarines à travers tout le pays, mais uniquement dans les zones touchées par de graves attaques de monstres, et les habitants de ces régions ne risqueraient pas leur sécurité pour un profit rapide. Soudain, Almandra fait irruption dans le bureau de Denozuc et lui annonce que les rosmarines distribuées dans le royaume seraient inefficaces. Denozuc a donc maintenant plus d'un problème à régler. Lui et Almandra se rendent dans l'un des villages qui ont signalé l'inefficacité des rosmarines, et l'endroit a été complètement saccagé par des bêtes magiques. Ni le chef du village ni Denozuc ne comprennent comment une telle chose a pu se produire, puisque les rosmarines sont censées repousser toutes les bêtes magiques. Mais lorsque Denozuc commence à creuser le sol pour vérifier s'il y a un problème avec les rosmarines enterrées ici, il découvre un problème majeur. Elles ne sont plus là. Lui et les autres vérifient tous les autres endroits où les rosmarines étaient cachées, et effectivement, chacune d'entre elles a disparu. Cette révélation amène Denozuc à penser que quelqu'un vole les rosmarines, mais il doit le confirmer avant d'agir. Il demande donc à la vieille Almandra de l'aider à cartographier tous les villages qui ont signalé des rosmarines manquantes. Après un peu de planification, Denozuc emmène Almandra en pleine nuit pour mener une enquête, mais elle ne comprend pas pourquoi ils sont venus dans ce village en particulier, car aucune plainte n'en est issue. C'est alors que Denozuc aperçoit un mouvement dans le champ et demande à Almandra de se taire, tandis qu'il se cache derrière un arbre. Ils observent 2 individus suspects courir et finir par déterrer une rosmarine. Mais au moment où les suspects s'apprêtent à partir, ils sont confrontés par Denozuc et Almandra. C'est exactement ce que Denozuc soupçonnait, et cela explique pourquoi les contrefaçons avaient la même qualité, mais étaient vendues à un prix si bas. Quelqu'un engage des voleurs pour voler les originaux afin de les revendre, et comme toutes les marchandises sont volées, le cerveau derrière tout cela peut vendre les rosmarines à des prix incroyablement bas tout en réalisant un énorme profit. Denozuc demande aux voleurs de lui révéler l'identité de leur employeur, mais ceux-ci refusent de donner toute information, et l'un d'eux se jette sur Denozuc avec ses griffes dégainées. Heureusement, Almandra intervient et assomme le voleur. L'autre tente de l'attaquer également, mais il est également mis hors combat. Les 2 voleurs réalisent qu'ils n'ont aucune chance et prennent la fuite. Almandra s'apprête à les poursuivre, mais Denozuc lui dit que ce n'est pas nécessaire, car les rosmarines qu'ils viennent de voler sont des bombes, au sens figuré. Le lendemain, Butagarian reçoit les rosmarines volées, et comme prévu, les présente au roi doré comme demandé. Le roi doré est extrêmement satisfait du travail de Butagarian, car il a préparé un produit aussi bon que celui de l'armée démoniaque et l'a fait à moitié prix. Il a même réussi à fabriquer des dizaines de rosmarines en une seule nuit, ce qui ne devrait pas être physiquement possible, mais le roi doré ne va pas trop y réfléchir. Il félicite Butagarian pour être un marchand si excellent, et Butagarian accepte les compliments car il est fier de faire tout ce qu'il faut pour satisfaire son client. Si ce n'était pas encore clair, Butagarian est un marchand très riche, mais pas honnête. Il a amassé sa fortune en achetant à bas prix et en revendant à des prix élevés, ce qui ne serait normalement pas si grave, mais il est très douteux dans sa manière de faire des affaires. Lorsqu'il a entendu parler du royaume de la débandade formant un contrat avec l'armée démoniaque, Butagarian a immédiatement su que ce serait une excellente opportunité pour réaliser un profit rapide. Il a donc mis la main sur une rosmarine et a tenté de la faire rétro-ingénier par son artisan pour en créer une lui-même. Malheureusement, son artisan lui a dit que c'était trop complexe à reproduire, alors Butagarian est naturellement passé à l'option suivante. Il a volé les rosmarines directement à l'armée démoniaque. Bien sûr, ce qu'il a fait est très illégal et immoral, mais tant que Butagarian obtient son or, il se moque de ce qu'il doit faire. Il quitte le royaume de la débandade avec son chariot plein d'or, et quelques jours plus tard, il revient avec plus de rosmarines volées à vendre au roi doré. Mais à sa grande surprise,
Alors qu'il approche de la porte d'entrée, il est arrêté par les gardes. Les gardes lui disent que le roi doré a ordonné son arrestation, alors il l'attrape et l'amène dans la salle du trône. Butagarian ne comprend pas ce qui se passe et demande au roi pourquoi il a été amené de force ici. Le roi sort alors une des roses marines que Butagarian lui a vendues lors de sa précédente visite et l'écrase, car c'est une contrefaçon. Toutes les roses marines que Butagarian a apportées étaient fausses, alors il exige une explication. Butagarian ne peut pas y croire et tente d'assurer au roi qu'il s'agit d'un malentendu, car il ne tenterait jamais de vendre des marchandises défectueuses à un homme comme lui. Mais la patience du roi est plus fine que ma ligne de cheveux, donc Butagarian ne pourra pas s'en sortir avec des paroles. Pour empirer les choses, il y a quelqu'un d'autre ici qui a quelque chose à dire. Dénosuke sort de l'ombre et se présente à Butagarian. Ce dernier est encore plus nerveux qu'avant, car il a entendu les rumeurs sur Dénosuke, le général de l'armée démoniaque, et il est absolument terrifiant. On dit qu'il a le pouvoir de soumettre le Minotaure et d'autres demi-humains puissants à sa volonté, et qu'il a accompli de nombreuses choses en seulement quelques mois. Sans aucun doute, c'est la personne la plus redoutable de l'armée démoniaque, donc Butagarian est terrifié par ce que Dénosuke pourrait lui réserver. Dénosuke commence son discours en expliquant que quelqu'un a volé les roses marines de l'armée démoniaque récemment, et il a des raisons de croire que Butagarian est derrière tout cela. C'est pourquoi, pour mettre fin au vol, Dénosuke a développé une réplique parfaite de la rose marine. À première vue, elle est identique à une vraie, mais elle ne fait absolument rien. Bien que son design soit si bon que même le roi n'a pas pu dire que c'était une contrefaçon, et Dénosuke doit remercier Sylphide pour ce design impeccable. Après avoir réalisé que quelqu'un volait les roses marines, il est allé la voir pour lui demander de l'aide afin de créer des répliques de roses marines. Au début, elle a refusé, car cela demanderait énormément de travail, mais Dénosuke semblait vraiment désespéré. Alors elle a accepté, mais en échange de son travail, elle voulait qu'il lui apporte un gâteau. Une fois que Sylphide a terminé les fausses roses marines, Dénosuke a utilisé la carte des villages pour déterminer quel village les voleurs cibleraient probablement ensuite et s'y est rendu à l'avance pour tendre un piège. Sans surprise, des voleurs sont apparus et ont volé les fausses roses marines, mais cela dit, il est étrange que Butagarian soit en possession de ces mêmes fausses roses marines. Butagarian réalise qu'il est dans une situation désespérée, car tout cela faisait partie du plan de Dénosuke pour l'exposer, et il le fait devant le roi doré, donc il n'y a aucune chance que Butagarian s'en sorte. Quelle que soit la manière dont il voit les choses, ses chances de survie sont minces, alors Butagarian utilise son dernier recours et commence à supplier pour sa vie. Il s'excuse auprès du roi pour ses actions, mais il dit qu'il ne volait les roses marines que pour offrir au roi la meilleure affaire possible, donc il ne savait pas que c'était mal. Il est conscient de la stupidité de cet argument, mais peu importe, tant que cela permet au roi de lui épargner la vie. Mais malheureusement pour Butagarian, la clémence n'est pas l'une des qualités du roi, qui déclare qu'il le condamne à mort. Il utilise ses pouvoirs pour créer une cage de foudre autour de Butagarian, puis fait tomber l'un de ses alligators du plafond pour un encas de midi. Butagarian crie de terreur en voyant l'alligator affamé s'approcher de lui, et alors qu'il est lentement attaqué, il tente de fuir, mais il n'y a nulle part où aller. Le désespoir s'installe alors que Butagarian se résigne à l'idée qu'il va mourir ici. Sa dernière pensée avant de mourir est pour ses enfants et comment il ne pourra plus s'occuper d'eux une fois qu'il sera parti. Cependant, alors que l'alligator s'apprête à le mordre, Dénosuke utilise son dispositif magique personnel pour lancer une boule de feu sur l'alligator. Le roi est furieux que Dénosuke ose interférer avec son exécution. Dénosuke était impliqué dans la situation, donc le roi lui a gracieusement permis d'être présent et de plaider sa cause contre Butagarian, mais cela ne lui donne pas le droit d'interférer dans les affaires de l'État. Il demande à Dénosuke s'il est prêt à assumer la responsabilité de ses actions, mais Dénosuke dit qu'il a une bonne raison pour ce qu'il a fait, alors il demande au roi de l'écouter. Le roi est encore plus enragé et libère ses 2 dragons de foudre, mais il est prêt à écouter ce que Dénosuke a à dire, alors il le laisse parler. Tout d'abord, Dénosuke précise qu'il ne fait pas cela parce qu'il se soucie de Butagarian, mais uniquement pour le bénéfice du roi doré. Il affirme que si Butagarian est tué, cela entraînera l'effondrement du royaume de la débandade, mais le roi ne voit pas comment un seul marchand malhonnête pourrait être si important. Cependant, lorsque Dénosuke mentionne la poudre orange, cela attire l'attention du roi. Le royaume de la débandade a été formé grâce à ses mines d'or et a continué à prospérer depuis, mais ces dernières années, la quantité d'or a diminué, c'est pourquoi il est important d'extraire autant d'or que possible des minéraux, et pour cela, on utilise la poudre orange. En appliquant de la magie à la poudre, il est possible d'extraire uniquement de l'or de la terre, et la personne responsable de l'importation de la poudre orange est Butagarian. Dénosuke explique donc au roi qu'il ne peut pas le tuer. Le roi ne comprend toujours pas pourquoi Butagarian est si important, car il pourrait simplement confier l'importation de la poudre orange à un autre marchand, mais Dénosuke lui dit que cela ne fonctionnera pas. La poudre orange est obtenue du pays de Toki,
et en raison de nombreuses guerres civiles pour son contrôle, Toki restreint désormais l'exportation de la poudre orange, donc il serait impossible pour un nouveau marchand d'en obtenir. Cependant, Butagarian est une exception spéciale à cette règle. Butagarian se demande comment Denosuke pourrait savoir tout cela, et Denosuke explique qu'il a enquêté sur la poudre orange il y a quelque temps pour voir s'il pouvait en obtenir et l'utiliser pour fabriquer de l'or pour l'armée démoniaque, mais malheureusement, c'est impossible pour lui. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à Butagarian, lors d'une des guerres civiles à Toki, les gens manquaient de nourriture et de fournitures car aucun pays ne les soutenait, et tous les marchands avaient fui. Mais Butagarian a continué à commercer à Toki même si c'était devenu une zone de guerre active à l'époque, et grâce à cela, l'économie de Toki a réussi à survivre à la guerre. C'est pourquoi Toki, ainsi que plusieurs autres pays, sont redevables à Butagarian, et il a reçu une autorisation spéciale pour commercer certains biens restreints. Même si certaines de ces méthodes peuvent être douteuses, Denosuke pense que ce serait dommage de tuer un marchand aussi compétent que Butagarian. L'argument de Denosuke est assez convaincant, donc le roi dissipe ses dragons de foudre, mais il ne comprend toujours pas pourquoi Denosuke irait aussi loin. Car même si Butagarian était tué et que le royaume de la débandade s'effondrait, cela n'aurait rien à voir avec l'armée démoniaque. De plus, Butagarian a volé directement l'armée démoniaque, donc sa présence est un problème pour eux. Cependant, Denosuke ne comprend pas pourquoi le roi est si confus, car il est naturel de vouloir aider quelqu'un si on le voit en difficulté. Butagarian et le roi sont tous deux choqués par l'innocence avec laquelle Denosuke s'exprime, à tel point que le roi éclate de rire et a du mal à se contrôler. Il est de bonne humeur maintenant, alors il décide de laisser Butagarian en vie et par faire une sieste. Denosuke et Butagarian sont ensuite expulsés de la salle du trône, mais au moins, ils sont tous deux en vie. Butagarian reste méfiant envers Denosuke, car aucun homme ordinaire ne pourrait faire rire le roi à ce point, alors il suppose que tout cela faisait partie du plan de Denosuke. Mais en réalité, Denosuke tremblait de peur tout le temps, donc ses jambes sont maintenant comme de la gelée, et il a besoin d'aide pour marcher. Butagarian l'aide à marcher, et les deux se dirigent vers la sortie, mais alors qu'ils partent, Olulu apparaît avec tous les voleurs qui travaillaient pour Butagarian. Mais il s'avère que ce ne sont pas seulement des voleurs, ce sont les enfants de Butagarian. Les filles sont heureuses de voir que Butagarian est en sécurité, car elles étaient sûres que le roi lui ferait du mal une fois que la vérité serait révélée. Bien qu'il soit content de les voir, il ne comprend pas pourquoi les filles sont ici. Olulu explique que Denosuke lui a demandé de trouver les filles et de les amener ici pour voir Butagarian. Après l'incident avec Butagarian, Denosuke a fait quelques recherches sur lui, et au début, il semblait être un marchand véreux, mais ensuite Denosuke a découvert qu'il avait recueilli de nombreux orphelins de guerre et les avait élevés comme ses propres enfants. Quiconque ferait cela ne peut pas être entièrement mauvais, donc Denosuke ne pouvait s'empêcher de vouloir le protéger. Butagarian ne peut pas croire que Denosuke soit allé aussi loin pour lui et ses enfants, alors il lui est très reconnaissant. Plus tard, avant que Denosuke ne parte, il propose à Butagarian un contrat pour vendre les roses marines au nom de l'armée démoniaque. Butagarian est incrédule, car pourquoi Denosuke lui offrirait-il un contrat si important alors qu'il les a déjà escroqués une fois auparavant? Mais Denosuke dit qu'il a confiance que Butagarian ne refera plus rien de tel. De plus, l'armée démoniaque est assez occupée, donc ils n'ont pas le temps de commercialiser les roses marines dans des endroits lointains, c'est pourquoi il veut que Butagarian s'en charge. Butagarian est touché que Denosuke soit prêt à lui faire confiance après ce qu'il a fait, alors il jure qu'il changera ses méthodes et fera en sorte que Denosuke ne regrette jamais de faire affaire avec lui. Maintenant que l'accord est finalisé, Denosuke se tourne pour partir, mais avant de le faire, Butagarian l'informe d'une rumeur qu'il a entendue. Il semble que les guildes sur le territoire de l'armée démoniaque deviennent actives. C'était la fin de l'épisode 7. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.